Bonjour tout le monde! Très contente de vous retrouver pour un autre épisode de l'heure dorée. Cette semaine, spéciale rentrée scolaire. Nous abordons les défis de l'enseignement et comment faire pour rendre cela intéressant en mode virtuel. Nous comparons l'enseignement au privé et au public et bien sûr, puisqu'au Mauve, nous priorisons l'humain avant tout, nous avons abordé leur parcours scolaire, leurs défis, leur réussite et plus encore. Donc, je suis très contente de vous présenter Catherine Larivière et Steve Herrera, jeunes enseignants au secondaire. Cette entrevue vous est présentée en 2 épisodes. Donc, je vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse découvrir nos invités de la semaine. Sur ce, bonne écoute et à bientôt! Surtout quand il voit que comme il se prend pas pour un autre. C'est vraiment important pour un élève aussi, des fois, genre comme il me respecte, je vais le respecter. Là. Puis c'est important ça parce que après ça, une fois que ça va bien avec le prof, une fois que l'atmosphère est plus douce, ben, l'apprentissage se fait beaucoup mieux. Là. Ouais. Vraiment. Ben, ne serait-ce qu'en début d'année, tu te présentes. Moi, mettons, cette année, je leur ai présenté Balzac, qui est notre chat. Puis là, ils tripaient, tu sais, ou je leur montrais, mettons, il y avait comme détruit nos plantes, là. Fait que là, je leur montrais la photo, mais ça fait que là, ils sont comme attachés à Balzac, tu sais. Ils savent qu'il y a un chat. Ou, ou juste... Le Mauve vous présente l'heure dorée. Bonjour à tous, je suis Claudine, votre animatrice. Bienvenue à ce nouvel épisode de l'heure dorée. Une présentation du mécanisme d'assistance pour usagers vulnérables. En cette belle journée, je reçois aujourd'hui Steve et Catherine, donc Steve Herrera Segovia et Catherine Larivière. Bienvenue. Merci. Merci. Ça va bien? Oui, toi? Ça va bien, toi? Oui, ça va, merci. Toute première fois que je reçois 2 invités en même temps. Donc, je suis bien contente. Ça va être une super belle journée et belle expérience. Je vous présente rapidement ce jeune couple dans la vingtaine, enseignants. Donc, ils ont su relever des beaux défis dans la dernière année. On va pouvoir en savoir davantage pendant le podcast. Dans un premier temps, on va apprendre à se connaître un peu. Votre parcours scolaire, Steve, de ton côté, est-ce que tu dirais qu'il est typique, atypique? Oui, quand même très typique. Donc, fond, moi, j'ai fait tout mon secondaire comme il faut. Après ça, 2 années de cégep pour me rendre dans mon bac de sciences d'éducation. Puis, durant le cégep, je me suis décidé d'aller en éducation en mathématiques. J'avais fait le choix histoire, sciences, mathématiques, mais mon premier choix c'était les mathématiques. Donc, une fois que j'ai eu la réponse, j'ai fait 4 ans et demi. Donc, typique, atypique, la seule raison que j'ai pris une session de plus, c'est que malheureusement, j'avais des difficultés en français, qu'au secondaire, j'ai pas pu pallier. Au cégep, j'ai quand même survécu avec ça, mais j'ai pas pu m'en échapper une fois à l'université. Donc, ça a été quand même difficile de devoir contrer certaines difficultés que j'avais. Donc, je disais souvent le fameux si j'aurais. Mais mes collègues, mes enseignants aussi m'ont aidé à passer par-dessus ça. Et donc, après 4 ans et demi, j'ai pu avoir mon baccalauréat en mathématiques au secondaire. Super. De ton côté? Moi, ça a été quand même plus simple, je pense. Moi, dans le fond, j'ai fait mon secondaire dans une école privée à Montréal. Puis j'ai eu la chance de faire du tutorat quand j'étais en secondaire 4 et 5. Puis en faisant ça, j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça. Donc, en secondaire 5, je savais que j'allais être enseignante. Là. Puis j'avais des enseignants aussi qui m'avaient suggéré de l'être parce qu'ils voyaient comment j'agissais en tutorat ou avec mes pairs aussi. Donc, j'ai fait mon cégep en arts et lettres. Puis ensuite, j'ai continué à l'université en enseignement du français au secondaire. Donc, j'ai fini quand même jeune. Moi, à 23 ans, j'avais mon bac. Puis la majorité des gens qui ont leur bac autour de moi, mes amis avaient 25, 26, 27 ans. Moi, à 23 ans, j'étais sortie de l'université, ce qui est quand même très jeune. Là. J'étais pas dans la moyenne des âges. Donc, c'est quand même typique dans le sens que j'ai une ligne droite du début à la fin parce que je savais à 16 ans ce que je voulais faire. Mais j'ai terminé assez jeune. J'ai commencé à travailler à temps plein très jeune quand même, là. Puis comment c'était justement de rentrer comme tu dis, jeune. Tu as fini à 23 ans, tu enseignes au secondaire. Ouais. Comment c'était de...
quand j'étais en stage, des fois, il y a eu des défis, justement. J'ai fait un stage en secondaire 5, j'avais comme 4 ans de différence avec mes élèves. C'est pas la même chose. Mais maintenant, je vais avoir 25 ans dans un mois et demi. Puis, je pense que c'est un atout quand même avec mes élèves. J'enseigne à des élèves entre 15 et 16, 17 ans. Puis, je pense qu'ils aiment ça, que je sois jeune, qu'il y a des choses que je comprenne, que c'est une autre dynamique, vraiment. J'ai aucun problème de gestion de classe parce que, naturellement, on se comprend des fois. Puis j'en profite parce que ça ne sera pas éternel peut-être, là, cet aspect-là de mon travail, mais les ados aiment ça aussi, avoir des jeunes enseignants. Tant que tu es solide et que tu sais où tu t'en vas, ils vont te suivre à 100%, là, c'est sûr. Oui, puis on reste pas jeune éternellement, fait Non, que c'est malheureusement, comme tu dis, Ouais. il y aura peut-être pas ça qui va te suivre, fait que Non. présentement, t'en profites au Ouais, maximum. ouais, là. vraiment. Ah, c'est bon. Puis tu savais dès le secondaire que tu allais devenir enseignante. Qu'est-ce qui t'a motivé à cette connaissance comme quand même précoce de dire Ouais. c'est rare Ben, aujourd'hui, là? Peut-être comme tout le monde, comme tous les enfants, à un moment donné, je voulais être vétérinaire, je voulais être actrice, je voulais être ci, je voulais être ça. Mais je sais pas, on dirait que mon grand-père était enseignant aussi, peut-être que j'ai ça. Ma mère travaille avec les enfants malades, fait qu'on dirait être avec les plus jeunes, j'aimais ça aussi. J'ai toujours été en contact avec des plus jeunes aussi, qui avaient des difficultés parfois. Ma grand-mère qui m'amenait faire plein de bénévolat, fait qu'on dirait que le donner au suivant, je l'ai eu très jeune comme modèle. Puis j'étais dans une école secondaire vraiment exceptionnelle, là, pour pas nommer, c'est le Collège Mont-Saint-Louis à Montréal. Puis c'est un collège où, quand tu as été là, il y a un sentiment d'appartenance qui est très, très fort, autant avec les élèves qu'avec les enseignants. C'est particulier à ce collège-là peut-être, mais ça le fait que je me sentais bien dans un milieu comme ça. Donc je me disais, j'aimerais quand même ça travailler dans un milieu aussi comme celui-là. Puis de pouvoir partager autant Ouais. le bien-être que toi, t'as reçu Ouais. pendant toutes tes années au secondaire. Ouais, exact. Vraiment. Puis toi, de ton côté, est-ce que tu savais déjà au secondaire que tu voulais être enseignant? Comment que ça s'est enligné de ton côté? Pas du tout comme Catherine. En fait, moi, c'est vraiment, même pendant mon bac, je savais pas si je voulais être enseignant. Au secondaire, j'ai pris la décision d'aller dans ces études-là parce que je me disais, c'est pas si difficile que ça, puis si je veux changer de programme, ben, je peux faire ça vite. Puis, tu sais, les cours de mathématiques que je faisais aussi, au pire, si je me disais, je vais être comptable, ben, je pouvais les créditer. C'est surtout, moi, c'est avec mes stages que je me suis rendu compte que j'aimais ça enseigner. Je savais que je voulais travailler avec les gens. À la base, quand j'ai fait mes sciences naturelles au cégep, c'était comme n'importe qui va en sciences naturelles parce que mes parents m'avaient donné une certaine pression pour aller en médecine ou en pharmacie. Mais après une session, je me suis dit non, je veux pas étudier éternellement non plus. Puis comme j'ai dit, c'est vraiment, même quand j'ai choisi de l'enseignement au cégep, je me disais, pour le moment, ça doit pas être si difficile que ça, ces études-là. Donc, si je veux me changer de voie, je suis pas en train de couler des cours non plus. Donc, ça allait bien pour moi. Mais c'est vraiment, moi, mes stages qui m'ont fait réaliser que c'était vraiment le fun d'enseigner. C'est sûr que je savais que je voulais faire quelque chose pour travailler avec des gens. Je voulais pas être dans un bureau. Je savais que j'avais une très grande facilité avec les mathématiques. C'est pour ça que j'ai choisi maths pour enseigner. Donc je me disais, mais je veux pas être comptable dans un bureau, je veux pas juste gérer des chiffres, je veux pas avoir une compétition avec quelqu'un d'autre pour me battre sur un certain projet. Je voulais vraiment travailler en unité, que ce soit avec d'autres enseignants finalement, que ce soit avec les élèves, que ce soit avec les parents. Moi, c'était vraiment important le contact physique finalement. Donc c'est ça qui m'a fait rendre compte que ok, ben oui, l'enseignement, ça pourrait être pour moi. C'est sûr que même aujourd'hui, est-ce que c'est ce que je veux faire toute ma vie? Je sais pas, mais je me sens bien quand j'enseigne. Catherine, tu disais plutôt avoir eu la piqûre de l'enseignement par ta famille. Cela m'amène à vous questionner sur les valeurs transmises par votre famille à ce propos. Puis surtout, là, tu me disais aussi, Steve, de ton côté, que ta famille, elle, te poussait plus vers la médecine. Donc, tous les deux. Ouais. Je vais aller en premier, alors, pour cette fois-ci. C'est sûr que moi, mes parents voulaient vraiment que je fasse des grandes études parce que venant d'une famille immigrants, pardon, c'était très important l'école. Dans le fond, mon père a eu une certaine éducation, ma mère moins, mais ils ont valorisé l'éducation très, très, très rapidement dans notre jeune âge. Là. Dans notre famille, c'est vraiment important de continuer à faire des études. Mes parents étaient beaucoup
m'ont beaucoup appuyé dans le sens que tant que je continuais d'étudier, ils voulaient vraiment qu'ils prennent soin de tout le reste. J'ai vraiment eu un grand support dans mon éducation. Mes parents ne savaient pas parler français ou écrire le français très tôt. Donc quand j'avais besoin d'aide dans mes devoirs, ben, c'est mon grand frère qui venait m'aider. Même chose ensuite pour mon petit frère, c'est moi qui est allé l'aider pour ses devoirs parce que c'était vraiment important de passer 1 heure au moins par soir, faire ses études. Donc eux, il y avait vraiment des grandes aspirations. Mais c'est sûr qu'avec le temps, ils se sont rendus compte qu'ils nous ont laissé faire ce qu'on aimait faire dans notre famille, plutôt que espérer être médecin, parce qu'ils ne voulaient pas non plus nous voir malheureux pour ça. C'est sûr que moi, pour ma profession, il n'y a personne qui m'a dit « Ah, l'enseignement, c'était ça. » J'ai pas non plus eu la piqûre d'un autre enseignant. C'est vraiment... j'ai regardé mes options pour travailler avec des gens. Et ensuite, l'enseignement, c'était comme pas mal une des options les plus favorables dans mon mode de vie aussi. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, en faisant les stages, que c'est là que j'ai réalisé que c'était quelque chose qui était pour moi, finalement. De ton côté, toi, Catherine, les valeurs qui t'ont été transmises, tu me disais justement que c'était peut-être tes grands-parents. Donc, ton grand-père, en fait, qui est enseignant. Au niveau de l'enseignement, comment c'était? Ouais, ben dans le fond, oui, le père de mon père, dans le fond, était enseignant. Et je l'ai pas beaucoup côtoyé parce qu'on n'était pas très proches, mais mon père, oui, là, fait qu'il m'en parlait aussi. Là, son père qui avait été enseignant et tout ça, c'est sûr que c'était pas la même chose, là, c'était presque pas d'années d'études quand tu étais enseignant à cette époque-là et tout ça, c'est pas pareil, mais c'était quand même... ça, il était directeur aussi d'école. C'est plus ma grand-mère du côté de ma mère qui n'était pas enseignante, mais elle a encore des valeurs là, à 85 ans, très généreuse. Elle donne beaucoup de temps, pas cette année, là, mais genre avoir un horaire très chargé, à faire du bénévolat beaucoup, parce qu'elle est encore très autonome. Donc j'avais ce modèle-là. Mais sinon, du côté de mes parents, chez ma mère, qui travaille à la Fondation Rêve d'enfants, puis qui réalise les rêves des enfants malades. Donc j'avais aussi je trouvais ça très intéressant aussi, elle, ce qu'elle faisait, de redonner beaucoup. Quand dans un organisme à but non lucratif, c'est ça aussi, là, c'est de donner beaucoup de son temps. J'ai été à des événements parfois pour récolter des fonds, tout ça, les marches, etc. Depuis que je suis très petite, donc j'ai toujours été dans un milieu où on donnait beaucoup, où l'important c'était de redonner. L'enseignement, je pense que j'avais peut-être ça en moi, c'était comme inné un peu, là, je sais pas. On dit que c'est pas une vocation, mais dans mon cas, je pense que ça l'était un peu quand même, puis c'est devenu ma profession. Donc ça s'est comme fait naturellement. Sûrement que j'ai eu des influences aussi des enseignants que j'ai côtoyés au primaire et au secondaire aussi, sans que j'en sois nécessairement consciente, là. Fait que tu dirais que tes valeurs ont vraiment été transmises... Tu dirais que tes valeurs ont vraiment été transmises par le partage de toute la générosité que ta famille elle-même partageait, puis qu'elle s'investissait vraiment beaucoup au niveau du bénévolat. Ouais. Fait que tu étais tout le temps constamment dans ça. Là. Je donne au suivant, puis... Ouais. Tantôt, Steve, tu disais que justement tes valeurs qui était important de continuer d'aller à l'école. Comment ils ont pris ça, tes parents, quand tu as décidé de faire « OK, ben non, je m'en vais pas en médecine, puis je m'en vais en enseignement ». C'était quoi leur réaction face à ça? Ben, c'est sûr que plus le temps avançait, mais plus mes parents étaient chauds à l'idée de justement ma profession d'enseignant. C'est sûr qu'au début, pour eux, c'était comme décevant parce que c'est... quand j'imagine à leur place, tu es dans un autre pays... tu veux vraiment le meilleur pour tes enfants, puis pour eux, sûrement, en tant que société, en plus, les professions les plus valorisées, c'est quoi? C'est médecin, avocat, ingénieur et d'autres, là, mais c'est pas mal ces top 3-là que les gens voient, puis qu'ils se disent « Ah, si tu fais ça, t'as la meilleure job au monde. » Donc, pour mes parents, c'était ça leur idée derrière ça. C'était pas tant de sauver des vies ou d'être médecin de famille. C'était vraiment d'avoir la meilleure job possible parce qu'ils se disaient, ben, tu sais, après tous les sacrifices qu'on fait, on espère le meilleur pour nos enfants. Mais finalement, comme je disais, mes parents se sont rendus compte que le but, c'est que je sois heureux aussi. Puis, ils sont très fiers aussi, même si j'ai choisi de faire l'enseignement plutôt que la médecine. Ils sont très fiers de ce que je fais. Ma mère, c'est le genre de maman poule qui aime ça parler à tout le monde et dire que son enfant c'est un enseignant, justement. Donc, c'est sûr que au début, quand que tu leur apprends que tu changes d'idée, que tu veux pas faire leur rêve qui était d'aller en médecine, c'est sûr qu'au début, c'est un peu décevant pour eux.
Mais quand ils se rendent compte finalement que je fais quelque chose que j'aime beaucoup, quelque chose qui me permet aussi de voir ma copine justement, parce qu'on a le même horaire, pas mal. On rentre pas à des heures si tardives que ça. Ils se rendent compte qu'on a un mode de vie qui va faire en sorte qu'on va être présent pour nos enfants à nous plus tard. Et ça rend ma mère heureuse aussi. Mon père, tant qu'on travaille pas d'arrache-pied comme lui l'a fait en tant qu'immigrant qui est venu au pays, ça fait son bonheur aussi. Là. C'est sûr que dans le temps, justement, tu vois juste ce que tu vois à la télé, donc tu t'imagines, c'est ça les meilleures professions, mais aujourd'hui avec les médias sociaux, tu vois l'importance qu'on fait aussi en tant qu'enseignant. Mes parents sont très fiers de ça, justement. Je suis contente que tu nous le partages. Faisant partie justement de la deuxième génération d'une famille immigrante, comment as-tu vu ton enfance? C'est sûr que quand t'arrives ici, contrairement à un immigrant, je veux pas les mêmes défis qui sont justement d'apprendre le français le plus vite possible. Moi, je suis né dans un quartier où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres ethnies. Mais mes amis, les miens, j'ai eu la chance de pas vivre de racisme tant que ça quand j'étais jeune. On a l'image typique dans les années 90 où est-ce que je suis le seul latino de l'école primaire, par exemple, où je côtoie le seul noir aussi dans ma rue, qui est le seul noir de mon école primaire. Mais moi j'ai eu la chance que les gens qui étaient autour de moi, mes enseignants au primaire, autant que mes amis, ils m'ont jamais fait allusion de propos racistes ou autre chose de même. Je me suis jamais pas senti à ma place, justement. Moi, je vis très bien l'identité latino-québécois. Puis des fois, je m'associe même plus à être québécois parce que je parle français tout le temps avec mes amis. L'espagnol, c'est juste avec mes parents, mes frères à la maison. Je le comprends très bien. C'est sûr que c'est quelque chose aussi que plus tard, j'aimerais ça donner à mes enfants, l'espagnol. Mais je vis très bien ici. Moi, pour mon enfance personnelle, j'ai vraiment pas senti de différence en tant que deuxième génération. Même une fois plus vieux, c'est sûr que là, quand tu vas au secondaire, c'est là que tu te formes comme identité, puis c'est là aussi que tu vois la différence dans ta société, comment on est traité, comme quand tu es jeune au primaire. Ton école primaire, c'est ton monde, là. Mais une fois au secondaire, tes enseignants, tu apprends d'autres choses, tu t'ouvres sur le monde, surtout pour les jeunes aujourd'hui avec les médias. Nous, dans mon temps, on avait à peine Facebook de commencer, là. C'était pas si populaire, là. Moi, j'avais mon Messenger Hotmail, là, Dude Steve 911, qui durait longtemps, mais c'est ça, moi, j'ai pas vécu tant de racisme à mon jeune âge. C'est plus une fois que je me déplaçais à Montréal, que tu vois la différence, que tu vois aussi qu'il y a beaucoup plus d'ethnies. Aujourd'hui, c'est quasiment rendu normal de voir plusieurs ethnies dans ta classe, ou même moi, en tant qu'enseignant, mes groupes sont très multiethniques, autant qu'au public, au privé, pour avoir fait les deux. J'en parlerai tout à l'heure. Mais tu sais, c'est vraiment rendu normal, là. Tandis que moi, j'étais le seul latino primaire. Après ça, on était 2-3 latinos dans des classes au secondaire. Mais au cégep et à l'université, c'est tellement différent parce que tu as beaucoup plus de ça à Montréal. Mais c'est là que j'ai vu qu'il pouvait y avoir du racisme aussi, ou des propos racistes plutôt. Parce que, comme je vous disais, moi j'ai eu la chance, dans mon école secondaire, j'ai jamais eu quelqu'un qui s'est plaint de ça. Peut-être que je le savais pas, parce que comme, encore une fois, dans le temps, on n'avait pas autant les médias sociaux pour tout partager les situations. Mais tu sais, moi j'étais vraiment bien. J'ai vraiment bien été accepté par mon milieu, par mes amis, mon quartier, ma ville. Euh, donc, en tant que deuxième génération, je l'ai moins bien vu. Mais je sais que ça se pouvait, que c'était possible. Et surtout aujourd'hui, avec, comme je dis, les médias sociaux, c'est plus facile à partager puis à dénoncer quoi, les situations qu'on pourrait vivre. Mais moi, je l'ai très bien vécu. Tantôt, tu disais justement que tu t'associais peut-être des fois un peu plus aux valeurs du Québec versus l'Amérique latine. Quel type de conflit culturel entre le Québec et l'Amérique latine as-tu vécu à l'adolescence? Ben, c'est sûr que comme c'est pas vraiment un conflit dans mon cas, c'est plus parce que je rentre dans une classe, on me voit, puis on pourrait penser que, ah, ok, mettons, tu te penches de quel côté pour tel sujet, qu'est-ce que tu as à penser vu que toi t'es latino, est-ce que c'est différent pour toi qu'un Québécois d'ici, mais moi j'ai pas vraiment vécu parce que je me considérais vraiment toujours Québécois. C'est sûr que, il y a peut-être certaines personnes qui prendraient offense à ces propos-là, mais moi, quelqu'un qui vient me voir pour la semaine interculturelle puis me dire ah, tu veux représenter le Salvador, c'est ça mon pays d'origine, je ferais pas vraiment. J'ai pas grand chose à dire parce que, honnêtement, moi, je me suis toujours considéré québécois. Je savais que j'allais travailler au Québec. C'est pas quelqu'un qui veut voyager tant que ça.
Donc, pour moi, c'était pas un problème de ce côté-là. Donc, j'ai pas vraiment eu de conflit. Puis même après ça, au cégep, université, même quand je commençais à chercher un emploi, ça n'a pas vraiment été quelque chose qui m'a limité personnellement. Puis le fait de te faire proposer, justement, est-ce que tu aimerais représenter ton pays? Est-ce que tu voyais ça comme quelque chose de flatteur ou quelque chose de plus, une approche plus raciste? De faire comme, tu sais. C'est sûr que moi, j'utilise mon gros bon sens. Quand quelqu'un me dit ça, c'est sûr parce qu'il me regarde, moi, je suis latino, c'est ma couleur de peau, donc c'est pour ça qu'ils viennent proposer ça. Mais moi, je le vois plus aussi comme quelqu'un me propose quelque chose pour justement amener plus de diversité dans la semaine interculturelle. Donc, moi, ça me dérangeait pas, mais ça venait pas me chercher davantage non plus, là. Comme je dis, moi, je suis né ici, je vis ici. Ouais. Okay? Donc, c'est ça, moi, je le prends très bien. Des fois, c'est sûr qu'il y a des situations à dénoncer, mais il faut pas aller chercher des bébites partout, là. Faut pas faire comme Pépé Le Pew, là. Non, c'est ça. Toi, Catherine, ayant des modèles familiales qui œuvraient dans le domaine communautaire, justement, as-tu pu flirter avec le travail social? C'est-tu quelque chose que pour toi, ça aurait été possible d'orienter? Oui, en fait, j'ai déjà pensé travailler là-dedans. Mettons du côté de ma mère, elle a étudié en travail social, justement, puis de fil en aiguille, ça l'a amené à la Fondation Rêve d'enfant. Mais je sais que, oui, il y a des beaux côtés, mais je sais que des fois, c'est difficile aussi. Peu importe avec la clientèle avec laquelle tu travailles, c'est difficile. Pour elle, c'est les enfants malades, les maladies menacent leur vie, donc oui, forcément, il y en a qui, malheureusement, s'en sortent pas. Puis c'est sûr que pour elle, si un enfant, mettons, de 10 ans décédait d'une maladie, puis moi, j'avais 10 ans, mon frère avait 10 ans, bien, c'est sûr qu'elle, il y a des moments où elle trouvait ça difficile aussi. Pour elle, qu'on soit en santé, c'est la chose la plus importante, là. Mais oui, j'ai déjà pensé travailler là-dedans. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais je pense que c'est un atout que j'ai aussi, d'avoir avoir côtoyé des enfants malades, d'avoir vu c'est quoi l'autre côté de la médaille aussi, du travail, une forme de travail social aussi, en tout cas dans le communautaire. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais je pense que c'est un atout que j'ai, là. Ça a développé ton empathie, ton vraiment. écoute. Oui, c'est ça, vraiment. La sensibilité aussi, là. Ouais. Des fois trop, peut-être, là. mais je pense que c'est pour ça aussi que j'ai des élèves avec qui, des fois, j'ai des très bons liens. Puis des élèves qui sont très fermés, mais on dirait que de fil en aiguille, je réussis à percer la petite carapace, puis ça fait des très beaux liens. Parce que je pense qu'ils sentent que je suis pas là pour les juger ou quoi que ce soit. Là, on est juste là pour... Oui, je suis leur enseignante, mais des fois, il y a des petits moments où est-ce qu'ils ont besoin de plus que ça. Fait que quand ils m'ouvrent la porte... Juste une confidence, ouais, c'est ça. Genre de parler du problème parce que c'est peut-être dans la classe, mais ça fait juste du bien, puis sans nécessairement se dire « on va prendre action », mais je t'en ai parlé, puis ça fait du bien. Exact. Là, j'ai souvent référé des élèves, par exemple, aux intervenants, parce que je remarque des petites choses que des fois, d'autres remarquent pas. Puis, en tout cas, à date, je me suis jamais vraiment trompée dans ces interventions-là. Puis c'est fou comment les jeunes aiment ça aussi, qu'on remarque ça, puis qu'on leur en parle, puis qu'on ouvre la porte, puis qu'on leur propose une solution X, Y, puis on laisse la balle dans leur camp. Là. Après, moi, mon travail, c'est pas, je suis pas psychologue, quoi que ce soit, mais j'ai des collègues qui le sont à l'école, puis je peux te référer à ça, puis souvent, ils disent oui, là, qui aimeraient ça, avoir une rencontre, parce qu'on a remarqué la petite chose dont ils parlaient pas, mais on pourra remarquer quand même. Là. Ou des fois, ils adoptent un comportement pour justement faire passer le message au lieu de le dire parce que c'est trop dur. Ouais. Puis là, ben toi, t'as décelé ce comportement-là qui a fait en sorte que lui, il est comme soulagé au bout de la ligne. Là. Exact. Parce qu'il fait, OK, ben elle a entendu mon non-verbal. Oui, là, exact. Ben, verbal, non-verbal, je veux dire, j'ai 34 élèves dans une classe, ça en fait beaucoup. Puis faut pas on n'est pas dans le 30 vies non plus là, l'émission, mais il y a des fois où est-ce que oui, c'est nécessaire de remarquer des petites choses. Puis moi, je suis pas du genre à sortir un élève là, s'il pète sa coche, là, parce que je me dis, si t'as pété ta coche, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Derrière tout ça. Là, fait que j'ai une approche très humaine aussi dans l'enseignement. Oui, je t'enseigne le français, mais mon but, c'est que si t'es pas bien, je veux que tu sois bien dans ma classe, au moins. Quand je suis là, je veux que tu te sentes bien. Puis, en tout cas, à date, j'ai jamais eu comme de gros cas à gérer, quoi que ce soit, parce que je pense que mes élèves se sentent bien aussi quand je suis là. Ça l'ouvre à l'apprentissage. Ouais, là, je me donne des fleurs, là, mais c'est vrai que... Avec mérite aussi. mais
Mais je pense que c'est ça aussi mon objectif. Tu sais, je me dis, crime, on se côtoie pendant peut-être 10 mois de notre vie. Mhm. Mais c'est quand même 10 mois où est-ce que t'es justement, comme Steve disait, l'adolescence, t'es en développement identitaire, tu te poses beaucoup de questions, ils ont beaucoup de questions, mais en même temps, faut que tu paraisses faire partie du groupe, là. Mhm. Faut pas que tu sois trop à part, c'est normal, ils ont 15 ans, ils ont 16 ans, instinctivement, ils veulent faire partie du groupe. Mhm. Mais des fois, il y a des petites choses où ça vaut la peine de s'attarder, parce que ça arrive que des fois, ça va pas pour X, Y raison, puis juste leur faire un coucou, leur tendre la main, ben des fois, ça permet de faire le pont après avec une autre intervention. Puis d'aller chercher justement la personne Ouais. ressource pour l'aider dans Oui, c'est sa ça. difficulté. C'est ça. Passer le flambeau, là, parce que après mon rôle, c'est pas... C'est ça, comme je disais, Toi, il c'est... te reste dans ta classe ton Ouais. rôle d'enseignant, C'est puis ça. oui, tu décèles des choses, mais ton rôle n'est pas non plus d'être psychologue non, Non, plus. non, c'est ça. Tous les deux, vous avez étudié au secondaire, toi, Catherine, au privé, Oui. Steve, au public. Ouais. Comment qualifiez-vous la qualité de l'enseignement que vous avez reçu? Vas-y. Moi, c'est vraiment... Je sais que j'ai vraiment la chance d'être à ce collège-là. Mes parents se sont serrés la ceinture. On est une famille de classe moyenne, là. Ils se sont serrés la ceinture pour m'envoyer à cette école-là. Parce que leur but, c'est que je sois bien. Mais ils voulaient que j'aie peut-être une éducation où est-ce que c'était plus enrichi, où j'avais plus d'opportunités de faire des activités ou des choses comme ça. Puis, c'est sûr que j'ai été au public au primaire. J'ai pas été au public au secondaire comme élève. J'ai été faire des stages. J'ai enseigné au public, mais... Puis j'ai vu la différence aussi. Mais moi, j'ai vraiment aimé mon expérience du public. Comme étudiante au privé. Ouais. Ben moi aussi, de famille classe moyenne, c'est sûr que malheureusement, nous, on avait comme un autre frère. Alors, à 3 frères, puis surtout quand même proche d'âge, c'était un peu plus difficile. Donc, oui, mes parents ils ont choisi le public. Mais en même temps, je pense que d'un côté, on leur jamais demandé d'aller dans une école privée. C'est sûr que comme pour avoir enseigné maintenant aux deux clientèles, on pourra en parler un peu plus tard pour la différence des deux. Mais pour avoir vécu le public, honnêtement, en tant qu'enfant, je pense pas que tu le remarques tant que ça, à part pour le sentiment d'appartenance. Catherine en a parlé parce que l'école de Mont-Saint-Louis lui avait fait vraiment comme vouloir finir son secondaire là. Moi, pour ma part, à Laval, on avait été à l'école polyjeunesse pour secondaire 1, 2, puis ensuite 3, 4, 5. Donc, quand tu fais juste 2 années dans une école, ton sentiment d'appartenance, tu rentres là, l'année après, tu finis. Puis après, en 3, 4, 5, ben, c'est là que surtout, c'est les années où tu développes autant physiquement que psychologiquement. Donc, j'ai pas vraiment remarqué comme, ok, ben, j'étais pas dans la meilleure école ou quoi que ce soit. Un enseignant, là, pour l'avoir vécu, là, tu vois pas la différence toi entre privé et public à part pour ton sentiment d'appartenance, puis mais pour les ressources aussi. Puis je pense que ben, plus on avance, plus on a besoin de ressources parce qu'on le voit qu'il y a plus d'élèves qui en ont besoin. Puis tandis que je vais dire dans mon temps comme si j'étais si âgé que ça, mais moi il y avait malheureusement c'est plate à dire, mais comme des élèves TDAH, il devait en avoir beaucoup, mais il y en avait peut-être 2-3 qui étaient identifiés parce que c'était pas ça, je veux dire la mode, mais c'était pas ça la mode encore dans ce temps-là. C'était pas encore tout à fait connu. Exact, il y avait c'était ça, c'est en constante évolution. Moi, j'ai fait partie de deux comment t'appelles ça quand ils refont le système Les réformes. Les les réformes, ouais. J'ai fait partie de 2 réformes là, fait que nous ils nous disaient on change ça, le cours de religion est devenu moral, après ça c'est éthique et culture religieuse, là c'est rendu juste éthique et culture. Nous on a fait partie de ce développement là, puis comme je dis, dans le fond, nous, on ne voyait pas un manque de ressources peut-être en tant qu'élève, parce qu'on se voyait pas tant comme avoir besoin de ressources, mais t'as des élèves qui finalement ils se rendent compte, hey, si j'avais été déclaré TDAH ou TDA, ben peut-être ça m'aurait aidé dans mon secondaire aussi, hein, parce que là... Dyslexie. Ben ouais, parce que nous, on avait un élève avec un ordinateur, puis maintenant quand j'ai enseigné à Polyjeunesse, à mon tour après... J'avais peut-être 10 élèves qui avaient le droit de tiers-temps, puis 5 qui avaient un ordinateur permis pour les examens. C'est fou comment la différence en 10 ans que moi j'étais au secondaire, puis 10 ans que j'enseigne, ça a changé, là, mais pour le mieux, justement. Fait que, tu sais, moi, mon expérience au public, j'ai vraiment aimé ça, parce que finalement, peut-être on dirait que, vu que la pression était moins forte dans les travaux, parce que moi, je me débrouillais vraiment bien, ben, je passais pas tant que ça à l'école. Puis justement, une fois à la maison, mes parents me demandaient
Tu veux-tu étudier, tu veux-tu travailler? Ben, j'ai pas mal tout fait à l'école, fait que je peux-tu aller jouer, je peux-tu aller faire mon sport à la place? Donc, peut-être, côté public, peut-être c'est moins demandant parce que, comme, t'as tellement de différents niveaux dans ton groupe que si t'es fort, ben, tes cours vont aller vraiment rapidement, tandis que si t'es plus faible à l'école, académiquement, ben, c'est là que les profs se concentrent plus sur toi, justement. Fait que moi, je l'ai bien vécu, le public, puis je n'ai pas vraiment d'autres commentaires à faire sur mon expérience, en fait, en tant qu'élève là-dedans, parce que ça passait vraiment vite pour moi, là. Après ça, tu as appris, ton frère, plus jeune, a été déclaré TDAH, vu que justement, on en parle. Comment tu réagis lorsque tu as appris... Ben, c'est sûr que il a été déclaré très jeune TDA, mais comme je disais, plus le temps avance, plus il y a des ressources qui sont disponibles pour lui. Mais par exemple, qu'au primaire, il a fait son primaire normalement jusqu'à 4e, 5e, 6e année de primaire. Ils ont décidé de faire des groupes de rattrapage, si on veut, où est-ce qu'il faisait sa 4e, 5e en même temps, 5e, 6e, puis après 6e, secondaire 1 si on veut. Fait qu'il perd une année, mais c'est parce qu'au début, ils savent pas trop quoi faire, tandis qu'une fois rendu au secondaire, il a le droit du tiers-temps, il a le droit à un ordinateur, il y a de l'antisode sur son ordinateur, fait que ça l'aide énormément, puis on a juste 5 ans de différence, donc c'est fou comment qu'en 5 ans, il y a plus de ressources accessibles, puis si on peut en parler tout de suite, on ira là-dessus, mais comme il y a plus de ressources accessibles pour lui, mais c'est fou comment il en manque encore, là, beaucoup, là, parce que là, nous, au privé, parce que c'est la clientèle à laquelle on enseigne, moi et Catherine, on voit nos élèves qui ont droit à ça, à temps, aux ressources, là, mais tu sais, des fois, tu te dis même qu'il en manque. Fait qu'imagine, au privé qui ont plus d'argent pour des ressources, ben, au public, il en manque encore des fois, là. Ouais, mais c'est pas vrai qu'au privé, tu as plus d'argent pour des ressources. En fait, quand tu es au public, juste pour te contredire, ben pas te contredire, mais te corriger, dans le fond, tu as une échelle de défavorisation qu'on appelle. Donc, selon ton secteur, ils vont regarder la clientèle, le revenu moyen des familles, tout ça. C'est sur 10. Puis à Laval, on a beaucoup d'écoles de 9 sur 10. Par exemple, Mont-la-Salle, Saint-Maxime, tout ça. Puis quand tu as des écoles comme ça, ils vont avoir quand même des ressources, comme certains élèves vont avoir accès à de l'orthopédagogie gratuitement, des services comme les prêts d'ordinateur et tout ça. Sûrement pas assez, mais ils ont quand même des ressources. Tandis qu'au privé, tu vas payer pour avoir ça de plus. Ça ne sera pas offert gratuitement parce qu'ils n'ont pas de subvention du gouvernement pour ça, généralement. OK, fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que quand tu fais partie du public, ben t'es comme coté par rapport à la cote de l'école. Fait qu'ils reçoivent une genre d'enveloppe budgétaire par rapport à ça. Ouais. Tandis qu'au privé, c'est les parents qui doivent donner cette enveloppe budgétaire-là pour obtenir les services. Exact, parce qu'au privé, c'est comme un peu une entreprise. Là. Dans le fond, tu payes pour que ton enfant est là et tout ça. Au public, ben l'école est gratuite là, quand tu vas au public. Mais c'est ça, ils vont vraiment regarder. Par exemple, je pense à l'école secondaire Mont-de-la-Salle qui est à la Vallée-Rapide, puis qu'il y a une clientèle quand même très défavorisée. Fait qu'eux, ils topent le 9 sur 10. Donc, c'est sûr que là, je pourrais pas nommer les ressources parce que j'ai pas travaillé là, mais oui, ils ont des ressources de plus parce que justement, c'est défavorisé. Mais c'est sûr qu'ils ont beaucoup d'élèves. Donc, c'est sûr que là, sûrement que les enseignants de cette école-là diraient qu'il n'y en a pas assez. Mais ils vont quand même avoir des sous du gouvernement parce que c'est défavorisé. Mais au public, ben, je pense à des élèves, s'ils veulent l'orthopédagogie, ben, ils vont payer leur atelier orthopédagogique. Là. OK. Catherine, tu me parlais tantôt de l'importance d'être présent pour les élèves, les accompagner dans leur parcours, mais l'élève doit aussi faire sa part. Ça m'amène à ma prochaine question. Quel type d'élève étiez-vous? Mon Dieu, moi, j'étais vraiment l'élève modèle, là. Je disais, moi, en fait, peut-être que j'étais trop timide, justement. Mes enseignants me disaient, participe plus, tu sais, on veut t'entendre. Moi, parler devant une classe ou poser ma question ou me tromper, c'était vraiment anxiogène, là. Je voulais pas pantoute le faire, là. Je devenais enseignante, fait que des fois, j'étais à mes élèves, là. Moi, étant en avant, faire un oral, j'avais envie de vomir et me cacher, là. Mais maintenant, c'est ça ma job, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, je pense... Mais y a T'as-tu envie de vomir à tous les jours? Non. Mais je pense qu'il y a aussi des mises en contexte. Cette année, même l'année passée, j'étais en secondaire 1, mais j'ai fait aucun oraux où j'ai un élève en avant qui parle. Là. Je fais pas ça, parce que je sais que les élèves, c'est pas vraiment éducatif, mais on pourra en reparler. Mais non, mais j'étais vraiment une élève sage. Peut-être par le secondaire 5, je me suis un peu plus déjeunée, puis je posais des questions où j'osais répondre. Mais c'est ça, je dérangeais pas bien, là. Et toi, Steve? Sans commentaire. Non, moi, j'étais un peu l'inverse.
j'étais un peu l'inverse de Catherine. C'est sûr que moi, mon secondaire, j'ai eu beaucoup de plaisir. Pas autant sur la matière, là. Ouais, moi, j'étais l'élève un peu difficile. Donc, c'est sûr que mes anciens enseignants, en fait, même j'ai travaillé avec un de mes anciens enseignants, pourrait me dire que tu vas voir que le karma, ça existe parce que j'ai pas été facile comme élève. En fait, tu sais, j'étais pas l'élève méchant qui t'aurait craché dessus, qui aurait sacré en classe. J'étais vraiment l'élève qui cherchait à faire des coups, des blagues, qui cherchait l'attention. C'est sûr qu'à la maison, tu sais, peut-être c'est un peu pour ça, j'avais moins d'attention parce que mes parents, justement, travaillaient très durement. Fait que on n'a pas comme, tu sais, le moment à la fin, ok, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Tu sais, c'est comme, on passe à autre chose, nous, en famille, là. Bref. Fait que, ouais, peut-être que je cherchais de l'attention à l'école, justement. Je cherchais à, comme, rendre ça plus intéressant parce que moi, j'étais vraiment l'élève performant. Mais, tu sais, moi, en fait, écouter un cours, c'était assez. J'avais pas besoin de faire d'exercices ou de prendre des notes. Comme, j'étais vraiment vite à l'apprentissage. Donc, on dirait que c'était tellement plate en classe que malheureusement, je me suis décidé de niaiser. Mais ça, c'était dans les 2 premières années. Après ça, 3 4 5 tu t'évolues, tu matures, si on veut. Puis donc, après ça, ben, c'est sûr que moi, quand j'ai eu du sport parascolaire à la maison, je veux dire, quand je faisais mon sport, ben, ça me prenait plus d'attention, puis ça permet de me calmer. Là. Ça vidait ton énergie. Exactement. Je me suis jamais fait diagnostiquer un TDAH, mais je serais pas surpris de l'avoir. Là. Moi, ma tête roulait à 100 000 à l'heure, mais je me suis dit, ah, c'est pas grave, là, tant que je niaise à l'école, c'était correct. Finalement, après ça, j'ai eu du sport, fait que j'étais plus calme. Puis après ça, même moi, j'ai commencé à me trouver lourd quand je commençais à niaiser. Mais c'est sûr parce que je trouvais ça trop facile l'école. J'ai eu comme une moyenne en haut de 90 générale. Là. Mais finalement, après ça, je regrette vraiment. Puis si mes anciens enseignants écoutent ça un jour, ben je m'excuse énormément parce qu'à mon tour, je le vis, je l'ai vécu dans certains groupes là, puis je le vis encore avec certains élèves là. Moi, j'ai entendu dire que t'as donné des cheveux blancs à tes parents. Ah ouais, puis j'en ai donné à mes parents, j'en ai donné à mes anciens enseignants, puis malheureusement, ben aujourd'hui, c'est à mon tour d'en avoir à 27 ans aussi des cheveux blancs. Étant donné que tes élèves et collègues pourraient écouter ce podcast, quelle anecdote pourrais-tu partager avec nous de ton secondaire? Je pense que j'en ai deux. Une plus cocasse, puis l'autre un peu plus sérieuse. En secondaire 1, j'avais une enseignante qui avait des poissons dans notre classe. Puis pour toutes les fois où ce que j'ai essayé de niaiser, ça c'est la seule fois où j'étais un peu sérieux puis je voulais aider. Puis ça s'est vraiment retourné contre moi parce que j'étais vraiment pas le meilleur des élèves comme j'ai dit, donc je niaisais beaucoup. Mais là, la prof était sortie du local pour parler à un autre élève, donc je me suis dit, ah, je vais aller voir les poissons, je m'ennuyais. Puis là, je voyais qu'il n'y avait pas de nourriture, fait que j'ai décidé de les nourrir, mais tu sais, j'ai jamais nourri un poisson de ma vie avant ça. Donc, le pot de nourriture, je pense qu'il faut t'en mettre un petit peu. J'ai comme tout versé le pot dedans en me disant que ça allait être correct. Puis, tu sais, c'est des petits poissons rouges à 50 sous, fait que c'est pas la fin du monde. Mais ouais, ils sont pas mal tous mourus. Si je peux le conjuguer comme ça. Donc, la prof est rentrée, puis elle était en beau joie le vert, elle était toute rouge. Là. J'ai jamais vu une personne aussi rouge que ça. Puis, se vider le cœur sur nous. Oh, mais vous êtes vraiment tous des élèves dérangeants, blablabla. Bla, bla. Je suis sûr que c'est toi, on me pointait à moi. Puis j'ai dit, ah, je m'excuse, madame, c'était vraiment pas mon intention. Pour une fois, je cherchais pas à niaiser, je voulais vraiment juste les nourrir. Là. Puis j'ai fait ma lettre d'excuse. Puis le reste de l'année, j'ai été plus tranquille parce que c'était la première fois que on pétait sa coche sur moi, là, étonnamment. Puis je me suis tenu plus serré dans son cours parce que je m'excusais, puis je me sentais vraiment mal parce que c'était vraiment pas mon intention. Pour toutes les autres fois où c'était mon intention de niaiser. Ça, c'était mon moment cocasse, mais sinon, mon moment où est-ce que ça m'a un peu ramené à l'ordre, puis je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je change un peu. C'était... j'avais une enseignante de français, puis je posais tout le temps des questions un peu connes, désolé. Puis je voulais chercher à faire rire, puis un jour l'enseignante elle m'a juste dit est-ce que t'es con ou est-ce que tu fais exprès? Puis les élèves ils ont juste dit non madame il fait exprès, il y a genre 90 partout dans toutes les dans tous les cours.
Puis là, elle m'a regardé bien sérieusement, comme, tu sais, tu fais exprès, puis il y en a d'autres qui ont besoin d'aide en ce moment. Puis j'étais comme, tu sais, ça m'a fait comme un peu, comme m'arrêter, puis changer mon attitude, parce que j'étais là, ouf, ouais, ça c'était lourd, là. C'était vraiment lourd en classe, là, puis, tu sais, j'étais content de cette réaction-là, parce que ça m'a fait réaliser que, comme, après ça, j'ai commencé à être différent dans son cours, puis arrêter de niaiser, puis chercher autant d'attention de cette façon-là, parce que elle m'a fait réaliser quand même que sa job, c'était pas facile, puis moi je suis là à niaiser, puis elle veut juste aider, puis j'étais comme, ouais, pourquoi je fais ça dans le fond, j'ai pas besoin d'attention, j'ai pas besoin de faire rire, puis tout secondaire, là, je peux arrêter de niaiser, puis juste chercher cette attention-là dans cette façon-là. Je vois mes amis 1h15 après que le cours est fini, genre. Alors, c'était comme le moment où est-ce qu'on dirait que le premier enseignant qui m'a comme ramené de quoi d'en face, plutôt que juste me sortir dehors ou juste me dire bon, je vais appeler tes parents, comme si mes parents avaient le temps pour gérer ça. Donc, on dirait que c'était comme ça m'a comme groundé, m'a ramené sur terre. Puis, j'étais content de cette réaction-là parce que je m'en rappelle encore, justement. Ouais. Aujourd'hui, ça lui donnait un impact. Là, ouais, vraiment, vraiment. Puis j'ai eu la chance de comme, faire de l'assistance à Curie-Antoine Labelle, puis je la cherchais, cette enseignante-là, parce que je voulais vraiment m'excuser en personne, parce que comme on dirait que c'est elle qui m'a fait comme allumer, comme ok, regarde. Tu voles le temps à d'autres élèves qui en ont vraiment besoin. Ouais, parce que, tu sais, avant, moi, je niaisais, puis je cherchais l'attention des rires, mais tu sais, je me mettais pas dans la peau de l'enseignant. Puis là, quand elle m'a dit ça, justement, je me suis dit, hey, c'est vrai, comme, tu sais, j'ai la chance que c'est facile pour moi à l'école, mais il y en a d'autres que ça l'est pas, là. En effet. Je pourrais dire de mon côté, c'était le français, justement, c'était ma matière la plus difficile. Puis ça me faisait rager des fois de voir que, justement, j'avais du monde autour de moi qui avait vraiment de la facilité. Fait que pendant ce temps-là, ben, il y avait le temps de faire ce qu'il voulait, tu sais. Fait que soit qu'il s'occupait à faire des dessins, faire peu importe, mais moi, j'étais pris dans mon exercice, puis à essayer de la répéter. Puis essayer de m'en sortir. Fait que d'un autre côté, je pense que t'as aidé des élèves en te disant bon, ben, je vais laisser ce temps-là à ces élèves-là au lieu de les déconcentrer. Mais des fois, ça peut être bon d'utiliser ces élèves-là. En fait, de leur dire crime, c'est facile pour toi. Va en aider un autre. Exact. Puis souvent, tu vas leur proposer, puis ils vont te dire oui. Ben oui, ça me tente. C'est plate. Je comprends. Ils cherchent de quoi faire de toute façon. Il y en a qui vont le faire instinctivement parce que des fois, ça donne que leur meilleur ami de classe, ben, il y a de la difficulté, donc ils vont le faire. Mais des fois, c'est bon de... L'initier en tant qu'enseignant. Ouais, c'est ça, parce que des fois, ils savent pas, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je peux me promener pour aider. Mais si on leur dit oui, tant qu'à regarder le plafond, ben, va aider, va donner un coup de main, aide-moi. Il y en a 34, j'ai pas le temps pour les 34, viens m'aider. Puis souvent, ils vont le faire, là. Oui, puis des fois, ils ont une manière de présenter les choses différemment parce qu'ils sont l'élève aussi. Fait que leur manière d'expliquer, des fois, nous, on est tellement dans notre travail. Tu sais, à un moment donné, toi, la matière, tu la connais par cœur. Je veux dire, tu l'enseignes à chaque année. Fait que des fois, tu as peut-être des techniques ou des différentes manières de les présenter que tu oublies. Fait qu'eux, ils peuvent venir comme montrer un aspect différent de la matière. Oui, tout à fait. Vous démontrez beaucoup d'altruisme, on pourrait dire, dans votre personnalité. Premièrement, je tiens à vous féliciter pour cette belle facette. D'un côté, je trouve que ça apporte justement beaucoup plus d'humanité, même dans l'enseignement, puis auprès de vos ados. Comment s'est passé votre passage du secondaire au cégep? Moi, j'ai trouvé ça vraiment trop facile, quasiment. Moi, au secondaire 5, j'avais chimie physique, maths forte. Puis là, après ça, je me ramassais en arts et lettres. Puis pendant le secondaire 5, c'était très exigeant, là. Le collège exigeait beaucoup. Puis c'était comme si on faisait des... Tout est enrichi où j'allais, donc c'est comme si je faisais des séances nat de cégep, mais en secondaire 5. Okay. Donc quand j'étais arrivée au cégep, là, j'avais mis les maths et les sciences de côté. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment facile, là. Mon cégep, c'était comme quasiment trop facile, là. C'était comme une vacance de 2 ans, on dirait. Avant, honnêtement, parce que t'avais comme tout vu, tout touché au secondaire. Puis même à l'université, on dirait que j'ai tellement travaillé fort au secondaire qu'après ça, tout a été vraiment facile, là. J'ai jamais eu de difficulté après. Bon, le plus difficile, c'était le secondaire. C'est là où est-ce qu'il exigeait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nous. Plus qu'ailleurs, là, je le sais. Puis après ça, ben, tout était comme un pet, là. C'est facile, là. Ouais, vraiment. Mais d'un côté, ça cette
déchaîné, Ouais. l'enseignement déchaîné, on pourrait C'est ça. dire, que tu as eu, a vraiment facilité Ouais. tes 5 dernières Ben, années. c'est ça. Ben, et puis, il nous le disait, vous allez voir, peu importe où tu vas, peu importe quel métier, quelle voie tu choisis, tu vas voir que ça va être super facile. Puis c'était vrai, là. Euh, Moi, j'ai pas eu de difficulté, à part les physiques secondaire 5 que j'ai un mauvais souvenir, là. Mais j'en fais encore des cauchemars. On salue Monsieur Morin. Bonjour. mais, mais sinon, non, c'est ça. Ça a été très facile. Puis je pense aussi c'est parce que j'ai choisi ce que j'aimais. Moi, Mhm. j'aimais la littérature, j'aimais les livres, j'aimais écrire, j'aimais apprendre. Mais les maths, les sciences, j'avais fait le tour, là. Fait qu'on a changé de voie. Puis ça fait en sorte que après, c'était facile parce que j'aimais ça. T'avais une passion, fait que Ouais. c'est ça. La matière rentre vraiment plus facilement. Ouais, c'est ça. De ton côté? Ben moi, c'était la transition secondaire cégep, c'était un peu plus difficile académiquement parce que dans le fond, justement, moi, je trouvais ça vraiment facile, la notion secondaire. Puis, ben, ça a l'air que moi, mon parcours était moins stressant. Et j'avais moins d'enseignants qui cherchaient la rigueur parce que, tu sais, t'as plusieurs milieux différents dans une même classe maintenant, là. Fait que moi, quand j'étais allé au cégep, ben, j'ai trouvé ça plus difficile parce que là, c'était juste les sciences. Tandis que j'aimais ça quand même, le français, l'histoire, l'anglais, parce que t'avais beaucoup de, comme, donne ton opinion, qu'est-ce que tu penses de ça. Puis moi, j'aimais ça donner mon opinion parce que j'étais quelqu'un de versatile, là. Je pouvais parler un peu de tout, là. Puis j'étais facile à... J'avais de la facilité à apprendre un peu de tout. Après ça, les sciences nat, c'était vraiment focusé sur la science. Puis sachant que je voulais même plus faire médecine après une session, ben je me disais, ok, ben, moi j'ai un peu trop un gros ego, fait que je me disais, ben là, je veux pourquoi changer de programme puis refaire 2 ans, fait que je vais mal le finir, là, juste pour l'avoir dit que je l'ai fini. Puis en plus, je le dis à tout le monde maintenant, puis comme t'as fait tes sciences nat, fait que ça prouve que mon ego m'a aidé là-dessus, là. Mais ouais, c'était plus difficile parce qu'après ça, au secondaire, je niaisais, fait que je cherchais de l'attention, parce que les gens qui sont là, c'est mon quotidien. Rendu au cégep, tu te rends compte vite vite que ah ok, t'as plus d'attention. Fait que dans le fond. Puis tes blagues font peut-être moins Ouais, c'est rire ça. aussi les autres C'est élèves ça. parce qu'eux sont. Ok, non, Ouais. c'est de la matière qu'on veut. C'est ça. Fait que dans le fond, j'étais juste là pour la matière, puis c'était même pas de la matière qui m'intéressait. Fait que j'ai trouvé ça plus difficile de ce côté-là, mais je l'ai fini parce que bon, ben, ça m'ouvrait plus de portes. Puis une fois à l'université, ben c'est redevenu plus facile parce que justement, c'était quand t'es en enseignement, oui, t'as tes cours sur ta matière, donc mathématiques, mais c'est des mathématiques pour enseigner au secondaire, donc j'avais de la facilité là-dessus parce que j'étais bon en maths. Puis après ça, les cours de pédagogique, ben c'est aussi beaucoup de cours d'opinion. Fait que je suis revenu à ce qui m'intéressait à base de justement donner mon opinion, de parler d'un certain sujet, que ce soit la gestion de classe, que ce soit les ressources de classe, que ce soit le après, une fois que tu es enseignant. Moi, c'est ça qui m'intéressait, justement, parler. Puis en plus de parler d'un sujet où ce que je vais partager avec du monde. Donc, alors, après ça, oui, comme le cégep, ça a été difficile, mais juste parce que je trouvais c'était pas mes intérêts. Mais quand tu trouves quelque chose qui t'intéresse, c'est là que ça devient plus facile. Et comme justement, Catherine a dit que quand elle a délaissé les sciences, c'était plus facile pour elle, parce qu'elle était tellement drillée sur ça au secondaire, puis drillée sur quelque chose que ça l'intéressait moins, malheureusement. Ben, après ça, quand t'es intéressé à quelque chose, ben, ça va plus facilement. Fait que moi, justement, le cégep, c'était plus difficile juste parce que ça m'intéressait pas. À tatou. Donc, ça m'intéressait pas au cégep, les sciences naturelles, mais une fois en enseignement, ben, c'est sûr qu'au début, c'était pas mon choix parce que je voulais vraiment devenir enseignant, mais comme j'ai dit, avec mes stages, après ça, l'intérêt à développer, fait que ça s'est juste rendu plus facile à la fin, là. C'est quand tu trouves quelque chose que t'aimes et qui t'intéresse, on dirait que c'est toujours plus facile, puis même en tant qu'enseignant aujourd'hui, ben, c'est quelque chose d'important pour partager aux élèves, là, parce que quand tu viens les chercher, quand ton cours devient intéressant, que ce soit pour la matière ou juste l'enseignant ou l'atmosphère de classe, c'est très 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 important là. Ouais, puis tu sais, ça me ramène aussi, même moi quand je suis rentrée à l'université, j'ai fait marketing, puis après j'ai fait mon volet social. Puis malgré que j'avais fait mon DEP en vente conseil, j'avais travaillé dans le domaine, c'était très difficile, la matière, mais aussitôt que je suis rentrée dans le domaine social, mes notes ont grimpé, c'était vraiment facile. Les profs me disaient aussi que j'étais à ma place, fait que quand je rentrais dans la classe, on dirait que j'étais déjà plus ouverte à recevoir la matière. Tandis que quand je rentrais dans mes cours de marketing, j'avais des profs qui me disaient t'es pas à ta place. Fait que Non, clairement, quand tu rentres, ton prof te dit t'es pas à ta place, ben ce qu'il va te dire, tu vas pas l'écouter nécessairement parce que tu vas juste réfléchir ok, ben je m'en vais où? Si je suis pas à la bonne place, tu sais. Fait que non, je trouve ça vraiment
intéressant ton parcours. Lors de ton passage au cégep, tu as quand même eu à vivre un dilemme, je te dis, entre l'éducation et une certaine discipline sportive. Steve, de ton côté, qu'est-ce que tu peux nous partager à ce sujet? Ouais. En fond, je l'ai pas dit au début, mais moi, ce qui m'a fait choisir l'enseignement à partir du cégep, c'est que je faisais beaucoup de lutte récréative, donc c'est pas de la lutte olympique, là, mais donc ce sport-là, ça m'a discipliné en tant que personne. Donc je l'avais commencé au secondaire justement en secondaire 4-5, puis c'est là que j'ai arrêté de niaiser le plus en classe aussi parce que justement ce sport-là m'aidait. Euh, Puis j'ai jamais eu des idées de grandeur comme être champion du monde à la télévision. Je savais que ce que je faisais, j'aimais ça. Mes coachs me disaient que j'étais bon. Puis on me disait aussi que ce serait cool si tu restes longtemps avec nous. Puis moi aussi, c'était mon objectif. C'est sûr que ce que je voulais faire dans la vie, c'était plus coacher ça. Coacher à la lutte des jeunes plus tard. Puis malheureusement, avec des blessures, j'ai dû me retirer de ça parce que j'avais mis plus d'importance dans l'école, justement, parce que les sciences naturelles, c'était pas facile. Alors, j'ai eu le conflit que je me suis dit, je vais mettre plus de temps dans mes études, finir ça le plus vite possible, puis me concentrer ensuite dans le sport. Mais finalement, comme je disais, avec les stages que j'ai réalisés, c'est que j'ai quand même trouvé ce que je cherchais, qui était d'aider des jeunes. Puis même si c'est pas de façon sportive, je les aide en les écoutant, en les enseignant, puis c'est tellement une petite partie enseigner notre matière quand tu es devant une classe, là. Tu te rends compte que tu donnes le goût d'apprendre à certains jeunes. Puis tu donnes aussi l'importance d'apprendre. Tu leur transmets ça, puis finalement, c'est quelque chose de vraiment incroyable, là. Quand tu l'as, puis quand t'as l'élève à ton écoute, là, c'est fou comment dans ses yeux tu perçois ça. Puis ce que j'avais eu comme envie quand je faisais mon sport, qui était de continuer d'apprendre ce sport-là, je le vois que je peux le transmettre avec l'enseignement. Donc le sport m'a aidé à faire ça en tant qu'enseignant. Donc, moi, j'avais pas la piqûre quand j'étais jeune, mais je l'ai développé, puis c'est possible de la développer aussi. Tu n'es pas enseignante, comme tu n'es pas médecin non plus, tu peux l'apprendre. Mm-hmm. Tant mieux si tu as la piqûre, tant mieux si tu réalises ton rêve. Moi, j'ai appris que ça se développe vraiment, là, cet intérêt-là d'aider les gens, puis des enseigner en plus. Là. Ouais. Fait que tu dirais que en plus d'enseigner les mathématiques, tu pourrais dire que tu enseignes la passion d'apprendre. Ouais, en fait, je pense que même Catherine va trouver ça vrai, c'est que tu t'enseignes pas vraiment comme tu rentres pas. Moi, je fais juste enseigner l'histoire puis je m'en vais, mettons. T'enseignes, oui, les maths parce que c'est ça que t'as été formé, puis c'est ça ta facilité aussi, puis c'est ça que t'as beaucoup de connaissances. Mais quand t'enseignes, là, tu fais autre chose, là, tu donnes le goût d'apprendre, puis des fois, il y a des élèves qui font juste là rentrer dans ton cours, puis s'en vont, puis c'est tout, là, puis tant mieux s'ils passent en plus, là, mais t'as d'autres élèves que tu viens toucher d'une autre façon aussi, là. Puis, en fait, c'est ça notre but aussi, c'est de les toucher d'une autre façon, là, parce que si on essaye de les toucher d'une autre façon que juste la matière, comme à l'apprentissage, là, on va en chercher beaucoup plus que si, mettons, je fais juste être devant une classe, donner des maths, là. Mais je pense qu'être enseignante, moi, dans une période, des fois, j'enseigne, après ça, il y a un problème informatique, là, je deviens informaticienne, après ça, on dirait qu'on devient 1 million d'affaires en même temps, là, puis je sais que les enseignantes au primaire, c'est comme des mamans, là, parce que t'as un groupe, puis il faut que tu t'occupes de 1000 choses, puis je les admire pour ça, parce que je pense pas que je pourrais faire ça tout le temps, là. Mais t'as beaucoup de chapeaux quand t'es enseignant, puis tu changes de chapeau un peu selon ce que l'élève te présente, c'est ça. Il y en a pour qui t'es leur prof de maths, de français, c'est bien assez. Il y en a qui ont besoin d'un lien de plus, ou ils ont une demande X, mais il y a toujours quelque chose qui arrive, puis faut que tu sois... En fait, il faut vraiment que tu sois débrouillard, puis que tu te revires sur un dissous, là, comme on dit, là, parce que sinon, après 2 jours, tu vas virer fou, là. C'est de l'adaptation constante, peu importe si t'es en pandémie, que tu n'es pas en pandémie, c'est de l'adaptation constante, là. Oui, tu me dis justement que tu t'adaptes puis tu portes n'importe quel chapeau. Moi, je me souviens que, justement, le seul prof de français que j'ai eu qui a vraiment, comme, monté ma note, on pourrait dire, c'est pas parce qu'il a décidé de me donner une meilleure note, c'est parce que j'avais vraiment été capable de donner du meilleur de moi-même, mais c'est parce que dans sa manière de faire, il voyait, OK, regarde, oui, c'est 1h15, mais là, va faire une marche de 15 minutes, t'as plus d'attention.
Fait que va décompresser, mais moi, je n'étais pas diagnostiquée TDAH comme je le suis présentement. Mon prof au secondaire, il m'a donné justement le goût d'écouter davantage ce qu'il voulait me transmettre comme matière, parce que quand il voyait que il était à l'écoute aussi de mes besoins, dans le sens que quand il voyait que j'en avais plus d'attention, ben, il s'acharnait pas. J'avais des profs qui pouvaient s'acharner, mais c'est ça là, donne j'en rien. ai plus, là. Non, c'est ça. Puis à l'université, on a un terme qu'on apprend qui est la différenciation pédagogique. Puis c'est comme le cœur de tout, là, parce que dans ta classe, c'est pas vrai qu'ils sont tous pareils, là, les élèves. Ils ont tous des styles d'apprentissage différents. Puis des fois, c'est ça le défi. Mais comme ton enseignant a fait, mais c'est ça qui te fait vivre. Il s'est dit, ben Claudine a besoin des fois de respirer. Puis en faisant ça, ben après ça, tu vas être plus réceptive à travailler. Fait que toi, t'avais besoin... Puis tant mieux si cet enseignant-là a été à ton écoute. A été capable de... Puis, tu sais, il me faisait un mot comme « marche 15 minutes dans les corridors », puis parce que sinon, c'était la surveillante qui venait me chercher. La première fois que c'est arrivé, la surveillante est venue me voir. « Qu'est-ce que tu fais là? » Je dis « Ben, mon prof m'a permis. » « Ben, t'as pas de mots. » Fait que là, on est retourné en classe, puis là, ben, là, j'étais comme... Je me sentais mal. Puis c'est comme si je venais de me faire prendre à quelque chose que j'avais pas le droit, mais c'est mon prof qui me l'avait donné. Puis là, ben, à partir de là, j'ai eu le mot du prof. Puis quand il voyait que j'étais plus là, ben, il dit je vais pas m'acharner là, à taper le clou, il rentre pas, il est pogné dans un nœud. Là. C'est ça. C'est ça. Puis ça risque d'être pas chaque jour. Puis même des fois, juste le proposer à un élève, ça fait qu'il fait oh wow. C'est une option que j'ai. Ouais, c'est une option à oh mon Dieu. La personne m'a cerné. Puis moi, je l'ai déjà proposé à des élèves, puis ils m'ont jamais demandé finalement d'aller prendre la fameuse marche. Mais juste le fait qu'ils puissent le faire, ça leur a comme enlevé un poids, on dirait. Puis j'avais un élève justement l'année passée en secondaire 1 qui c'était comme une tornade. Puis quand j'ai proposé ça, on dirait que ça l'a comme fait « Ah, OK ». Puis là, il s'est calmé. Puis... Mais après ça, il y a eu des fois où est-ce qu'il allait juste chercher un livre pendant sa pause, il lisait. Au début de l'année, c'était pas ça. Là. C'était comme une tornade sur deux pattes. Mais quand il a compris que je comprenais un peu ses besoins, puis que je lui proposais une alternative, il a fait « Ah, OK, parfait, c'est bon. » Puis il m'a jamais demandé d'aller marcher finalement, mais on dirait que... Parce qu'il savait que l'option existait. Ouais, c'est ça. C'était quelque chose qui venait comme c'est ça. Diminuer son anxiété, on pourrait dire. Puis, c'est ça. Puis l'année passée, j'avais une bibliothèque dans ma classe. C'est pas cette année malheureusement, mais j'avais une bibliothèque dans ma classe. Puis ça, il aimait ça. Puis il allait prendre un livre, puis ça le calmait de lire. Fait que tant mieux, c'est comme un truc qui a fonctionné pour lui. Fait que moi aussi, j'ai déjà vu ça là, un peu en classe. Il y en a encore des élèves comme ça, puis il faut être à leur écoute, parce que sinon, après ça, c'est là que il y a un conflit, des fois, de personnalité qui s'installe, parce que tu peux pas aller à l'encontre d'un élève qui est TDAH, par exemple, parce que c'est pas de sa faute, là. Des fois, ils veulent se contrôler, entre guillemets, mais ils n'y arrivent juste plus. Ouais. Parce que c'est dans leur cerveau, là. C'est ça, c'est neurologique, là. C'est ça, c'est plus fort. C'est exactement ce qu'elle a dit au début, là. Il faut que tu sois capable de te revirer sur une scène. C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas. Tu peux pas enseigner ça, mais la capacité d'adaptation, là, c'est la plus grande qualité d'un enseignant. Là, parce que est-ce que notre parcours universitaire, est-ce qu'on le reproduit 100%? T'as des oui, t'as des non, mais le plus important, c'est que il faut se poser la question, est-ce que ce serait possible de donner d'apprendre à enseigner à tous les enfants qui existent sur la planète Terre? Ben non, fait c'est sûr que tu vas jamais apprendre ça à l'université, là. Mais comme, ils nous font apprendre un peu de tout, un petit peu de tout, mais un peu de tout. Puis quand tu arrives en enseignement, ben c'est comme Catherine a dit, il faut que tu sois capable de t'adapter à tout, là, parce que ton ordi marche pas, c'est une chose. OK, t'as des élèves en retard, t'as une journée neige, mais on te dit d'aller à l'école. T'as la COVID aujourd'hui, qu'on peut en parler plus tard aussi. Mais, tu sais, c'est tellement différent qu'avant, où est-ce que, comme, OK, l'enseignant dit quelque chose, tout le monde écrit, puis on fait ça. Non, aujourd'hui, là, c'est tellement plus humain, je trouve, que dans le fond, t'as un élève TDAH, faut que tu comprennes c'est quoi son besoin à lui. T'as un autre élève hyperactif, faut que tu comprennes son besoin à lui. T'as un élève qui a lui... t'as un élève qui a des petits yeux, comme tu vois, qui a pas dormi, puis tu te dis, ben, il était tellement anxieux d'un autre examen dans une autre période, puis surtout au secondaire, nous c'est la différence, c'est qu'il faut qu'on comprenne des fois, il y a pas juste notre matière, là. Alors, tu sais, on s'attend à ce qu'ils apprennent tout le temps, mais ça se peut qu'il y ait un examen, ça se peut qu'il y ait un autre groupe qui aime moins après ça, c'est tellement de choses à penser en même temps. Tu fais de ton mieux, tu sais, c'est ça, un enseignant, ça fait de son mieux, là. Ça peut jamais être parfait, puis oui, il y a peut-être eu des enseignants qui ont été parfaits pour un groupe, mais peut-être pour un autre ils l'ont moins été, puis l'année suivante, là, nous, les années sont toutes différentes, là, c'est tous des êtres humains différents à chaque fois, là.
Puis que ce soit que À nous, part on quand a... ils redoublent. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais même là, On les des fois, retrouve. on les retrouve pas, des fois. Ouais, Puis c'est vrai. c'est fou parce que, tu sais, nous, on partage le fait qu'on a 4 groupes, puis c'est 4 groupes de 30 élèves et plus, là. Mais t'as des enseignants qui ont 6 groupes, Moi, 30 élèves et plus. Mais moi, j'en ai 2, en fait, 2 groupes, là, cette année, là. Ok. Mais... Puis... Toi, t'en as 4? Ouais, moi j'en ai 4, là, mais tu sais, c'est généralement c'est ça, puis c'est tous des êtres humains différents, là. Alors c'est fou, là, c'est nous, on aime ça, les élèves qui est comme, ils écoutent, ils passent, puis ça va, là, mais après ça, les élèves qui, quand c'est pas ça, quand ils passent pas, ou quand ils écoutent pas, ou quand il y a autre chose qui se passe à la maison, puis toi, tu dois t'adapter ton cours à eux aussi, parce que c'est sûr que tu peux pas t'adapter 100% juste pour un élève, mais tu fais de ton mieux pour inclure tout le monde, là. Tu fais de ton mieux pour voir, ok, comment est-ce que je peux l'aider lui, ok, lui, il a plus de difficultés dans ça, lui, c'est vraiment, il faut que j'aille parler à un autre intervenant de l'école pour avoir de l'aide, ou je vais aller voir ses autres enseignants, comment il se passe dans sa classe, là. Hey, c'est des choses qu'ils disent pas à l'université, c'est des choses que tu apprends sur le coup, puis pour une des professions où est-ce que tu dois faire un baccalauréat, c'est fou ça, que c'est une job où est-ce que genre tu rentres là, puis ça se peut que tout ce que tu as appris, ça te sert à rien pour un groupe, là. Ça se peut très bien parce que finalement, t'as pas eu la chance de comme vivre un peu cette clientèle-là, ou t'as pas eu cette situation où on a parlé en classe ou dans un débat, là. C'est fou, là. C'est comme, tu rentres là, puis ça se peut que tous tes outils, ils te servent à rien pour un tel groupe, là. Ouais. Je veux dire, moi, par chance, j'ai pas eu à enseigner ça, mais moi, demain, on me met dans une classe d'accueil, j'ai aucune idée quoi faire, là. Des élèves qui parlent pas Ouais. français, Ouais. mettons. En effet. Tu sais, comment tu fais ça, mais je pense que l'enseignement, c'est une profession où il y a beaucoup de gens qui quittent. En 5 ans, c'est quoi, c'est la statistique? Ben, c'est un enseignant sur 4 après 5 ans de carrière, là. C'est ça, parce que... Quand même. Ouais, puis moi, j'ai beaucoup de mes collègues à l'université qui ont quitté la profession. Ça fait 2 ans là, qu'on est sorti du bac parce que, comme Steve disait, ce que tu apprends à l'université, honnêtement, est-ce que tu t'en sers sûrement, mais c'est pas ça dont tu te sers le plus, là. À un moment donné, c'est est-ce que tu es fait pour ça ou pas. Des fois, c'est avec la personnalité, selon juste est-ce que tu es capable de t'adapter rapidement. Est-ce que tu es capable aussi de faire la part des choses, parce que oui, ça peut être grugeant, mais il y a un moment donné où est-ce qu'il faut aussi te mettre ton pied à terre, là. Mhm. T'es un humain aussi. Puis je pense que c'est ça, le plus vite que tu l'apprends. Moi, je l'ai beaucoup appris cette année, justement, là. J'adore mes élèves, mais si moi, je vais pas bien, je peux pas les aider. Fait qu'il faut aussi que moi, je prenne soin de moi pour, après ça, être à mon meilleur pour eux. Parce que des fois, c'est ça aussi. Il y en a qui partent parce que là, c'est trop, là, mais tu peux pas être dans un tourbillon de, comme, aider tout le monde ou vouloir sauver tout le monde. Puis je pense que le plus vite tu le comprends, le mieux c'est. Parce que sinon, effectivement, qu'il y en a beaucoup qui quittent parce que là, tu te rends compte que c'était peut-être pas ce que tu pensais comme profession. T'sais, on a les films en tête, La Société des poètes disparus, par exemple, t'as Robin Williams qui est sur le bureau, puis là, c'est fou, mais oui, ça peut être ça, mais c'est pas tout le temps ça. C'est ça. Ça se peut qu'il y ait une année où t'as une classe que t'adores, puis mais l'autre année d'après, ça se peut que ouais. ça soit vraiment plus... Puis, veux pas, t'es humain. Mhm. Fait que oui, t'es enseignant, puis des fois, il faut faire comprendre aux jeunes aussi, puis je pense que c'est correct de dire, hey, mais tu sais, moi, je suis humaine, là. Fait que, tu sais, ça se peut que, je sais pas, je pense à, des fois, j'ai eu des enseignants où, je sais pas, un parent décédait, par exemple, Mhm. puis on l'apprenait, puis, ben, tu comprends pourquoi la personne va moins bien, ou t'as une prof qui est enceinte, tu sais, des fois, il y en a qui restent pour leur grossesse à l'école, mais ça se peut qu'elle ait mal au cœur, là. Ou, tu sais, fait que, faut que tu leur fasses comprendre que, oui, je suis enseignant, mais je suis aussi humain. Fait que ça se peut que j'ai des journées où bon, ça va moins bien, mais quand tu leur dis, ils apprécient bien mieux ça que pas comprendre pourquoi là t'es bête ou pourquoi là t'as moins d'énergie. Mhm. Ben, une explication, je pense, ça vient toujours plus calmer les choses aussi que de cacher ou de pas dire la vérité ou peu importe. C'est mieux, tu sais. Je pense que ça crée aussi votre lien avec l'élève. Ben, exact. Nous, on le dit à nos collègues, puis quand t'entends qu'un de tes amis va en enseignement, tu le dis aussi que la chose la plus importante, c'est aie jamais peur d'aller chercher de l'aide ou de le dire que ça va pas, là, parce que il y a tellement d'enseignants qui ont jamais fait ça puis qui ont finalement un crash, là, ils ont fait un burn-out ou pire, ils quittent, là, parce que toi tu te dis que ok, moi je suis prof, fait qu'il faut que je reste leur prof, mais comme Catherine a dit, t'es un humain, là, si ça va pas, faut que tu leur dises que ça va pas. Puis tu sais, des fois là, c'est fou comment comme on a toujours comme l'image comme tu sais ton prof il existe juste en classe, tu le vois pas au Carrefour Laval, ton prof là. Ouais. Si tu le croises, t'es comme les élèves sont toujours qu'est-ce que vous faites ici, monsieur, ou qu'est-ce que vous faites ici, madame, tu sais, j'ai une vie. Puis là ils disent ça à leurs amis, hey, j'ai vu madame Larivière ou j'ai vu monsieur Herrera au Carrefour Laval là. Ah ouais, qu'est-ce qu'il faisait?
Ils ont Il une était vie. là, ouais, c'est ça, il y a une vie. Il fait Mais- son épicerie. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est important parce que, tu sais, les élèves, ils comme, tu sais, pour eux, t'es juste leur enseignant, mais quand tu te rends compte que t'es humain, là, puis, tu sais, ça aide aussi à désamorcer des groupes plus difficiles parce que, tu sais, tu leur dis un à un, tu sais, moi, je suis juste là pour vous aider, hein. Puis quand tu te fâches sans leur dire pourquoi t'es fâché, ben, c'est comme eux, ils gagnent dans leur tête. Ah, on a réussi à faire fâcher le prof. Mais quand tu leur dis, tu sais, je trouve ça plate parce que, tu sais, moi, je veux juste vous aider, puis comme si moi je suis pas là pour t'aider, tu vas avoir un autre prof, puis tu vas aussi le mettre dehors, ou tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas en passer combien d'enseignants avant que tu te rendes compte que ben tu sais, j'ai besoin de lui, tu sais, puis les élèves, plus tu leur parles humainement, plus ils réalisent, parce que quand tu te mets sur un piédestal, des fois, il y en a que ça marche pas. Ben non. Puis ça dépend de tous les enseignants, là, parce qu'on a eu, tu sais, on a tous eu un enseignant à un moment donné où est-ce que personne parlait, ça drillait, puis c'est correct, tu sais, c'est lui, c'est sa technique, c'est ta technique, là. Mais la Mais majorité c'est certainement maintenant, pas le prof qui c'est a de le plus en plus de- humain, puis justement, tu sais, c'est de plus en plus humain, puis plus tu parles de toi, tes émotions, plus les élèves se rendent compte que, ben, tu sais, c'est une personne comme une autre, puis elle est juste là pour m'aider, puis ça désamorce beaucoup de situations, là. Juste le fait de s'intéresser à eux, tu veux pas, ils te regardent pendant 75 minutes, une fois par jour à peu près, là, pendant une semaine. Surtout français-maths, là, on les voit Ouais, beaucoup. exactement. Euh, donc, en- ils te connaissent, même si tu as l'impression que non, là. Ils connaissent tes tics, ils connaissent tes mimiques, ils savent ce que tu dégages. Mais ça reste que eux, ils veulent que tu t'intéresses à eux. Ouais. Ils vont pas le demander, mais c'est ça qu'ils veulent parce que eux, dans leur tête, c'est des ados, là. Ils sont comme, fais le lien. Ça veut pas dire que moi, je le ferai pas, là. Donc, ne serait-ce que d'apprendre que X fait du hockey, fait, hey, ben là, cette année, c'est un peu moins ça, mais même ça, puis t'as-tu commencé à t'entraîner, chez toi, tu t'entraînes-tu quand même? Puis là, ouais, on peut s'entraîner, mettons, sur la glace, puis... Mais ça, ils aiment ça, ou quand il y en a qui font des spectacles en musique, moi, l'année passée, j'ai des élèves qui m'ont invité à leur spectacle de musique, parce que je dis, wow, c'est bien cool, t'es dans l'harmonie, wow, ah, ben là, madame, c'est le spectacle de Noël, voulez-vous venir? Ben oui, c'est sûr, je vais venir, ou des choses comme ça, mais... C'est ça qu'ils veulent, là. Ou quand ils se rendent compte que, ah, vous savez que je fais, mettons, le football à l'école. Ah, ben oui, le coach, il me l'a dit. Ah, ouais. Puis là, Il voit que tu as de l'intérêt pour lui. C'est Fait ça. que veut pas, C'est c'est ça. comme... Puis- Ça me nourrit le lien, encore Ben, une c'est fois. ça. là. Puis on l'a dit au début du podcast, mais plus t'es jeune, plus comme les élèves sont comme ah ouais c'est cool un prof jeune parce que justement comme il y a déjà cette idée là que un prof jeune ça va plus comprendre ce que je vis parce que mettons je parle de telle chose, tel film, telle musique, telle série, tel sport, tu sais, telle activité qui se passe en Montréal on va dire. Ben, on dirait que les jeunes ont plus d'idées de ce qui se passe là-dessus. Alors, les élèves sont plus tentés à nous en parler, mais après ça, t'es jeune dans l'âme aussi, là, même si t'as 40 ans, 40, 50 ans, là, puis Oui. t'es dans l'enseignant, puis tu t'intéresses à eux, là, c'est comme, ah, c'est bien cool. Ben Parce ouais. que là, en plus, tu brises la barrière de l'âge, fait comme, ah, il sait de quoi qu'on parle, il sait ce qu'on vit dans l'école, ben oui. Puis, tu sais, comme quelque chose qu'on nous apprend pas à l'université, mais que t'apprends sur le milieu, c'est que tu sais, il y a un cours là, à juste parler avec eux, mettons. Là. C'est pas un cours perdu, là, même si t'as pas fait de matière, parce que après ça, t'es là, là. Tu viens de créer un lien, puis ta matière après elle va beaucoup plus facilement. Là. Donc, en plus d'être motivant, vous êtes également débrouillard, vous êtes flexible, humble, résilient. Le cégep s'étant quand même bien déroulé, on pourrait dire, pour vous, ainsi que le début de l'université. Quel défi êtes-vous heureux d'avoir surmonté dans votre parcours scolaire? Chimie physique secondaire 5. Ouais, c'est le fameux TechFe à l'université. Ah ouais, le TechFe qui est le test que tous les enseignants doivent passer, que tu sois enseignant de français ou pas, là. L'université exige un certain niveau de français. Puis c'est correct, là, en fait, il faut, là, Ouais, parce en que fait, tu peux pas être enseignant puis tu sais pas écrire, là. En tout cas, des fois, on en voit sur les réseaux sociaux, puis moi, le poil, il me lève, là. Mais c'est ça, c'est le TechFe, puis moi, je l'ai passé du premier coup, surtout par orgueil, là. Puis moi, pour défendre ma cause, là, je tiens à préciser que le TechFe est fait en deux parties, la partie écriture puis la partie compréhension. Puis la partie écriture, je l'ai eu du premier coup. C'est la partie compréhension qui était plus difficile parce que c'est des expressions que j'ai jamais entendues de ma vie. Mais tu sais, après ça, pour aller contre moi, c'est sûr que je lisais pas beaucoup de livres au secondaire ou même là, en fait. Là. Donc, tu sais, lire, c'est tellement important. Puis malheureusement, ben, Catherine va peut-être plus parler là-dessus, c'est les élèves, les enfants comme moi aussi, ben si on écoute juste la télé en anglais puis les films en anglais, ben c'est sûr qu'on a plus de difficultés avec le français après parce que tu sais après ça c'est quand tu parles en français, c'est juste à l'école dans le cours de français, à l'école
dans tes autres cours, mais si avec tes amis à ta maison, c'est juste de l'anglais, ben tu t'aides pas non plus. Puis là, moi, je me suis jamais aidé parce que je suis même un fan de manga, fait que j'écoutais des choses en japonais avant de les écouter en français. Là. Fait que là, rendu au TechFi, il y a des expressions que comme l'épée de Damoclès. Là, je regarde les 4 choix, puis je me dis, ben, il y a même pas là Damoclès, fait que c'est l'épée à qui, là, je me dis. C'est juste pour dire que je me suis pas aidé, puis malheureusement, ben tu sais, moi je faisais toujours le strict minimum dans mes cours, fait que c'est pour ça que j'ai passé le français, parce que je comprenais ce que je devais faire comme minimum. Mais là, on m'évaluait sur comme la générale. L'au-delà, quand même au-delà fait que de là, après ça, la générale. Moi, je l'ai eu en 4 essais. Fait que quand j'ai fait mes 4 essais, à chaque fois, je passais de pas d'études, une semaine d'études, un mois d'études, ou ok, j'ai payé quelqu'un pour m'aider à passer le fameux TechFi. Puis payer quelqu'un, je veux dire, pas qu'il l'a fait pour moi, je veux dire, il m'a fait des ateliers personnels, puis on a vu c'était quoi que j'avais de moins bien, puis ok, j'ai réussi à le faire. Mais tu sais, ouais, ça c'est mon succès à l'université, parce que ça se pouvait que je sois pas enseignant en ce moment sans ça. Mais ouais, mais en même temps, j'ai détesté faire mes essais, mais comme Catherine a dit, c'est la base, là, c'est vraiment important parce que c'est fou aujourd'hui. Là, moi, j'ai la chance, j'enseigne en maths, là, mais c'est fou comment il y a des erreurs là, que tu remarques que c'est juste parce que les élèves se textent eux-mêmes ou qu'ils lisent zéro en français. Là. Puis c'est tellement important de soit écouter quelque chose en français, que ce soit tes films là, ou des sous-titrés en français ou tes émissions, mais il faut que tu écoutes là, si tu veux passer ton secondaire en français parce que c'est trop facile de se laisser aller sur l'anglais puis de plus genre porter l'attention là-dessus. Là. Ouais. Finalement, on dit un moustiquaire ou une moustiquaire? C'est un moustiquaire. Un trampoline aussi. Un trampoline, oui, en effet. Puis, c'est-tu un ou une intervalle? Une intervalle. Ouais, une intervalle. Une intervalle. Il me semble que c'est ça. Ouais. Ben moi, cette partie-là, c'est que j'ai tout le temps le 1-1. C'est que moi, si 1, tu fais la liaison, ça va être 1. Fait que les I, les A, les E, si le mot commence comme ça. Puis sinon, souvent, c'est un une. Ben, fait que quand que j'essayais justement de trouver est-ce que c'est un masculin ou un féminin, mais même, encore là, ça, c'est une exception aussi. Ben, c'est pas tout. Non. Fait que rendu là, il y a tout le temps... c'est toutes les exceptions qui fait que tu fais, OK, il y a une complexité, mais c'est en même temps... C'est là l'importance de lire en français parce que... Vraiment. Oui, c'est des exceptions, mais c'est des exceptions parce que tu les as jamais entendues en même temps, ce qui m'est arrivé à moi. Là. Fait que, si tu écoutes des émissions en français, si tu parles en français à la maison ou tu lis en français, ben, tu t'habitues de plus en plus à ces exceptions parce qu'à un moment donné, les exceptions, si tu l'as vu une fois puis tu t'en rappelles, ben, tu vas jamais l'oublier, l'exception. T'sais, moustiquaire, moi, je savais pas qu'on disait ça parce que chez nous, on le dit en espagnol, le moustiquaire, là, comme ferme. Ben là, j'ai oublié le mot. Mais ferme le moustiquaire. Puis mes parents, ben, ils allaient pas me corriger sur un ou une. Là. C'est d'assaut. Ouais, c'est ça. Tu vois? Fait que... si c'est mes parents il n'y a pas de féminin masculin ben non, vu que tu le dis en espagnol. Fait que si mes parents me corrigent pas, si j'écoute juste en anglais mes films, séries, puis si je lis rien en français, ben je m'aidais pas à la longue. Là. Ben tu sais, ça, je l'ai appris à mes dépens. Là, puis on peut voir qu'il y a des élèves aussi que malheureusement c'est ça qui se passe, là, mais... Là, après ça, c'est à voir avec les parents aussi, de dire, ben, tu sais, forcez-la à écouter de quoi en français des fois de temps en temps. Là. Oui, en parlant du TechFi, pourquoi est-il si controversé et quelle est son importance, pas seulement pour l'enseignement, mais pour les élèves en lui-même? Ben moi, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Là. Je fais ça à ma première année de bac, fait en comme 2015-2016. Okay. Moi, je l'ai fait une fois. Donc, je me souviens pas tant. Mais en fait, il y a en deux parties. Il y a la partie rédaction. Ça reste que ça, c'est... Il regarde une forme de mémoire, là. On pourrait me corriger, mais c'est vraiment les erreurs orthographe, syntaxe, ponctuation, tout ça. Plus que l'idée. Puis l'autre partie, c'est la grammaire. Mais c'est vrai que c'est poussé, là. C'est les expressions, tout ça. Mais ça reste que c'est de la culture générale. Puis t'as beau être enseignant de maths, d'histoire, de sciences, t'es quand même un penseur culturel, moi, dans ma tête. Tu peux t'arrêter puis dire « Hey, aujourd'hui, mettons... l'autre fois, justement, je parlais de l'anniversaire de Polytechnique, tu sais, la fusillade qu'il y a eu. Oui. Ben, on peut le souligner, les jeunes, ils connaissent pas ça. Ah, c'est quoi, ça s'est passé au Québec, tout ça. Mais t'es un penseur culturel, ça n'a même pas lien avec mon cours, là, ça pourrait être un prof d'histoire qui parle de ça. Oui. Mais, fait que je me dis... Mais si le proche d'histoire le fait pas, ben l'histoire n'a pas été passée. Ben, exactement. Ligne... Donc, autant en parler ou leur demander est-ce que vous savez c'est quoi? Non. Ah, ben parfait, je vais vous expliquer.
Euh, Puis ça reste que moi, j'ai des collègues qui, des fois, s'arrachent les cheveux parce que les élèves écrivent en sciences, là. Ils écrivent en histoire. Par exemple, mettons, secondaire 3, la bio, ben là, explique-moi telle affaire biologique dans le corps en m'expliquant toutes les étapes. Là, c'est des textes explicatifs. Ou en histoire, mais je sais qu'ils écrivent, puis des fois, le français n'est pas corrigé, à part en cours de français. Puis ça paraît, là. Mhm. Puis des fois, c'est catastrophique. Fait faut quand même que tu connaisses ta langue. Ça reste que tu enseignes en français. Donc oui, il faut que tu saches écrire. Tu peux pas faire de fautes au tableau, tu peux pas faire de fautes dans tes documents. Mais c'est parce qu'après, l'élève reproduit la faute Ben, parce qu'il l'a vu. C'est ça. Tu sais, peut-être il est plus passionné par l'histoire. Ouais. Fait que tout ce qu'il voit au tableau, ben, il le mémorise plus par sa passion. Puis Ouais. là, ben, il se met à faire des fautes parce que le Ben, prof lui-même fait des fautes. Ça, t'sais. ou tu te fais souligner que tu fais des fautes, mais tu peux pas faire des fautes. Une coquille, ça se peut, mais à un moment donné, c'est ton travail aussi de présenter un matériel qui est de qualité à Mhm. tes élèves. Puis tu perds ta crédibilité si tu fais des fautes constamment. Donc, c'est la base de tout. Là. Tu vas faire des documents, tu vas écrire. Mhm. Ça reste que c'est ça. Puis, malheureusement, je sais qu'il y a des enseignants qui c'est pas toujours acquis, la langue française, orale ou écrite, mais ça apparaît après. Puis, des fois, il arrive en secondaire 1, puis il y a des choses qui sont pas acquises, qui devraient être acquises depuis tellement longtemps, là. Puis c'est pas Ouais. pour lancer des roches, quoi que ce soit. Peut-être que je suis aussi très exigeante envers mes élèves, mais ça reste que la langue française, c'est la base. Tu vas devenir, mettons, tu vas avoir ton entreprise, tu vas écrire des courriels ou tu vas écrire tout le temps. Puis moi, je leur dis, même ton CV pour aller travailler au IGA, là, s'il est bourré de fautes, puis le monsieur ne comprend même pas t'es qui, Mhm. en lisant poubelle, là, il y en a un autre après. Exact. Donc, c'est la base, ça passe par votre crédibilité. Puis ça, souvent, ils y comprennent, là. Après, est-ce qu'ils travaillent toujours? Est-ce qu'ils prennent toujours les bons chemins, les bons choix pour travailler? Pas nécessairement. Mais pour ce qui est des enseignants, moi, je pense qu'il y a un test au début avant que tu rentres dans le bac. Je pense qu'il est important, ce test-là de français. C'est la langue qu'on parle, je veux pas. C'est notre langue, notre première langue au Québec. Puis si on veut la protéger, ben oui, il faut que les enseignants soient les premiers passeurs culturels de cette langue-là, peu importe ce que tu enseignes. C'est ce que je pense surtout là. Ah, ben, moi, pour l'avoir fait plus souvent, je sais pas pourquoi il est controversé, c'est juste, ben, justement parce qu'il y en a beaucoup qui le coulent, mais comme Catherine a dit, en fait, c'est vraiment important, là, puis là, je pense que la controverse, c'est qu'ils vont limiter les chances, fait que si, mettons, tu le coules plus que 3 fois, ben, il faut t'attendre un an avant de le réessayer, fait que ça peut comme retarder la fin de ton bac, justement, mais comme Catherine a dit, c'est vraiment important parce que c'est fou, là, tu sais, ils sont juste évalués en français au secondaire, mais même en maths, quand ils m'écrivent une phrase, puis il y a des fautes, tu sais, c'est juste une phrase, là, puis je me rends compte comme aïe aïe. Puis, tu sais, moi aussi, ça m'arrive de faire des fautes de français, mais pas des erreurs graves de conjugaison ou de ponctuation, là. Moi, je fais des petites coquilles, puis je dis, ah, il manquait un S là, puis on part ça à la blague, mais tu sais, je fais attention pour que ça arrive pas Fréquemment. souvent, là. Ben non, parce que sinon, comme Catherine a dit, tu perds de la crédibilité. Puis la controverse là-dessus, c'est peut-être en ce moment parce qu'il manque tellement d'enseignants. Puis là, il y en a tellement qui coulent le TechFit qui se retirent de ça. Mais quand même, tu sais, c'est pas parce qu'il manque des gens que tu vas aller commencer à chercher des gens qui sont pas compétents Non, dans c'est la ça. langue puis dans la matière non plus. Là. On va pas aller chercher n'importe qui pour commencer à enseigner à nos jeunes. Là. Il faut quand même qu'ils soient qualifiés puis compétents. Puis comme Catherine a dit aussi, si t'es pas... s'il manque de cohérence dans tes textes ou comment tu parles, parce que c'est sûr qu'un tu ou comme genre c'est correct de temps en temps, mais il faut que tu aies un français oral aussi. Ben, t'es pas avec tes amis dans Non, un c'est bar ça, le tu sais, vendredi faut- soir, là. Non, c'est ça, t'as- exact. T'as- un certain langage à respecter. Tu peux pas commencer à parler n'importe comment non plus. Là, puis tu sais, les élèves, ils s'attendent à ça aussi. Là. N'importe quelle clientèle, il faut que tu aies un bon français. Là. Oui, c'est vrai que des fois, tu peux genre jaser avec eux, puis parler comme plus avec leur langage, mais juste pour parler avec eux, pas pour leur enseigner. Là. Quand tu enseignes quelque chose, tu sais, ça reste du français, des sciences, de l'histoire, de l'éthique. Tu sais, ça reste une matière que tu transmets. Là. Fait que, si tu transmets ça d'une façon boboche, ben, il y a personne qui va vraiment t'écouter. Là. Alors, il y a de la controverse juste parce que, oui, il est difficile, mais il est quand même important. Tu peux pas l'enlever et espérer qu'après ça, tes enseignants soient tous compétents au français. Là. Non, c'est certain. Puis il y a même il y en a qui vont commencer à penser plutôt que ça devrait peut-être être plus exigeant parce que il y a des fois il y a des enseignants qui font dur. Mais es-tu vraiment
difficile comme test ou au fond, c'est parce que justement, Ben, c'est faut un que manque de connaissances des gens? faut que tu sais, tu te veux pas. prépares. Moi, je me Ouais. suis préparée, là. J'avais un cahier, puis oui, il faut que tu te prépares parce que c'est des connaissances, justement, où c'est comme des expressions. On ne me rappelle plus exactement c'est quoi, mais Ouais, faut que moi, je me suis préparée, puis ça a super bien été. Fait que Ben, faut que tu te prépares. Ben, tu sais, comme tu disais tantôt, la lecture aide beaucoup, puis c'est une des discussions qu'on Ouais. a, elle et moi, souvent. Tu sais, tantôt, tu nommais l'épée Damoclès. Moi, je sais c'est quoi l'épée Damoclès, puis on s'entend, je suis pas né ici. Mhm. Mais combien de Québécois de souche qui naissent ici, qu'on leur dit l'épée Damoclès, puis tu regardes comme c'est qui ça, Damoclès? Ouais, c'est ça. Tu sais, Je lève la main. moi, j'ai appris ça dans la lecture, j'ai appris ça dans Ouais. les différents recueils. Fait que, est-ce que le test est vraiment difficile ou c'est plutôt Mhm. les candidats qui ne sont pas bien préparés? Ouais, ben ça faut que tu te prépares, mais c'est sûr qu'un élève qui lit, tu sais, il y a des fois des élèves qui disent « Ah, mais elle est meilleure, blablabla. » Ouais, mais ça se peut qu'elle fasse juste lire depuis qu'elle est jeune. Moi, j'ai commencé à lire Harry Potter, j'avais 9 ans, là. Moi, je lisais des briques, là. Des romans, j'en mangeais, j'en mange encore. Mais pour moi, on dirait que même un nouveau mot, tu me l'as dit, je vais savoir comment l'écrire parce que mon cerveau fait des liens ou orthographiques. Mhm. Puis c'est ça, puis il y a des élèves des fois qui disent, ben, ou des gens, même adultes, là, mais moi j'aime pas lire. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as juste pas trouvé ce qui pourrait t'intéresser. Parce que Harry Potter, si tu traites pas là, sur des grosses briques, C'est ben lis correct. pas ça. Mais t'as Mhm. des BD, t'as des romans graphiques, t'as des albums, t'as des cours, t'as des cours livres, t'as de tout, là. Mm. Fait que ça reste que c'est pas vrai que t'aimes pas lire. T'as peut-être juste pas trouvé. T'as pas cette curiosité. Puis il faut que tu la travailles, cette curiosité-là. Puis c'est aux parents aussi de le faire, ne serait-ce que de dire OK, on s'en va à la bibliothèque, tu te choisis 2 romans, mais ça se peut que tu le finisses pas ou peu importe, mais on va essayer de te faire découvrir des lectures, ce que tu aimerais. Mon père, moi, quand on avait la presse papier, là, le journal de la presse papier, il me passait des cahiers, là, puis j'avais 10, 11, 12 ans, puis c'est « Ah, lis ça, intéresse-toi. » Mais ça passe par là aussi, tu sais, comme enseignante, moi j'ai 10 mois avec toi, ça se peut que j'ai pas le temps de t'accrocher à un roman, mais les parents, ou à une lecture X, mais un parent aussi c'est fait pour ça, là, pour Ouais. transmettre cette curiosité-là que tu dois apprendre, là, tu n'es pas avec ça nécessairement. Non, exact. Ouais. Tu sais, même moi, je me souviens, moi, j'ai une dyslexie, puis ma mère, elle faisait tout pour que je me mette à lire, puis à un moment donné, ben, j'aimais beaucoup l'émission Sabrina l'apprentie Oui. sorcière. Il y a des livres qui sont sortis, elle m'a acheté la collection en entier. Je les ai lus au complet, puis à toutes les soirs, elle s'assoyait, OK, on va résumer le chapitre. Puis là, c'est là qu'elle a réalisé que finalement, j'avais une dyslexie, Oui. parce qu'elle ne savait pas avant ça. Oui. Je retiens pas ce que je lis. Oui, c'est ça. Mais vraiment, même si je vois des mots, Mhm. je fais pas nécessairement le lien que c'est un féminin ou un masculin non plus, parce que je lis juste le mot. Mhm. Fait que je lis pas le sens de la phrase, fait Non. que j'ai pas de... Fait que tout ça venait comme rajouter un côté plus lourd Ben à oui. l'apprentissage, énorme, je dirais, parce que c'est ça, tu lis des mots, mais... Fait que moi, tu me donnes un mot, je suis capable de te l'écrire, mais demande-moi pas de le conjuguer, demande-moi pas de dire c'est un féminin, masculin, mais parce que je l'ai lu, parce que je l'ai vu, je sais comment l'écrire. C'est ça. Mais c'est tout! Mais c'est tout. Mais c'est ça. Puis après ça, c'est sûr qu'on dans des difficultés d'apprentissage comme ça, mais en même temps, ça reste que ta mère l'a vu parce qu'elle t'a fait lire, puis elle t'a posé Ouais. des questions. Puis là, elle voyait que je mémorisais pas. C'est ça, Mais mais tu sais, encore là, c'est pas l'enseignante à l'école Non. qui a vu ça. Fait que est-ce que ça aurait été vu si exemple, j'aurais pas eu une mère qui aurait été là en train de faire des lectures, mais tu sais, pas ça se peut nécessairement. que, Ou tardivement. tu sais. encore plus tard Ouais. que de ce que j'ai vécu finalement, tu sais. Ouais. C'est ça. Mais je pense que c'est vraiment important, là, ce suivi-là. La lecture, c'est la base de tout. Tu vas lire des problèmes de maths. Il y a des élèves qui ont de la difficulté en maths parce que c'est tellement long. Moi, je me rappelle, on avait une page de problèmes. Puis ça se peut que le paragraphe de mise en contexte, toi, c'est là-dessus que tu t'accroches là-dessus. Mais ça n'a même pas de lien, là. Non, c'est ça. Puis ils donnent des chiffres pour te mélanger. Puis ils ont de la difficulté. Puis plus ils vieillissent, plus ils font comme OK, il faut que je lise beaucoup, là. Puis tu vas aller au cégep, mettons, en travail social, peu importe, tu vas avoir de la lecture. Moi, c'est ça que je leur dis, vous allez avoir beaucoup de lecture. Après ça, c'est des textes. C'est plus, mettons, un examen de compréhension. Qui est ce personnage? Non, là. À un moment donné, ça me dit pas que tu as compris. Donne-moi Exact. ton appréciation ou des choses comme ça. Fait que Ouais. sûr que dès que ton enfant est initié le plus tôt possible à la lecture, puis encouragé à lire, puis à trouver la bonne voie aussi, pour trouver des outils, mais après ça, ça reste qu'il y a un gros pas qui est fait quand même, là, dans Ouais. l'apprentissage.
Puis, tu sais, honnêtement, si j'avais pu avoir tous les outils rendus à l'université pour Ben oui. lire tous les documents, mais mon outil, c'était de les lire 3 fois. C'est ça. Donc, ça fait lourd, vraiment. Là, tu sais, quand ton document fait 90 pages, Ah puis ouais. tu le lis 3 fois, tu fais comme, je le finirai pas, là, tu sais. Mhm. Mais à un moment donné, tu fais, OK, là ça rentre, tu sais, Mhm. mais il y a comme ceux qui ont pas ceux qui ont la chance de pas avoir cette difficulté-là, de juste trouver Mhm. n'importe quel sujet qui t'interpelle, tu vas trouver un sujet à la lecture. Ouais. Parce que si tu as une vidéo là-dessus, il y a un livre là-dessus aussi, là, c'est C'est certain. ça. Ou il y a un article où il y a... Ouais, il y a Quoi quelque que ce chose soit, que mais- tu peux trouver à l'écrit Ouais. quand même. C'est tu sais. ça, c'est sûr. Vous avez un vaste parcours scolaire, rempli de nombreuses expériences. Nous entamons notre moment doré. Quelle anecdote cocasse voulez-vous partager avec nous aujourd'hui? Non, je sais pas. En tout cas, moi, c'est pas en lien avec le secondaire, c'est sûr, parce que j'étais quand même très sage, là. Mais moi, quand j'étais en stage, j'ai fait un stage à l'école Leblanc, à Laval, à Saint-François. Puis c'est quand même une école très défavorisée aussi. Puis c'était mon deuxième stage, là. Donc, j'étais là 3 semaines. J'avais vraiment une enseignante associée extraordinaire. L'enseignante associée, c'est celle qui nous intègre dans sa classe, là, pour le nombre déterminé de semaines. Donc, je la salue, d'ailleurs, France Dussault. Mais voilà, puis c'était ma première expérience, là. Quand on arrive en deuxième année, là, t'es comme un mini-prof, là, vraiment. T'arrives devant ta classe, quand la première fois que t'es laissé tout seul, là, tu stresses vraiment. Puis j'avais des secondaires 3. Ouais, secondaire 3, puis c'était quand même une clientèle difficile, entre guillemets, qu'il y avait tous des parcours, des fois c'était des difficultés d'apprentissage, des fois c'était des problèmes à la maison, XY, là. Puis à la fin de mon stage, c'était vraiment beau parce qu'ils m'avaient tous écrit une petite carte qui m'avait... Donc chaque élève a écrit un petit bout de papier, puis j'avais lu les mots après, là, qui me les a remis, puis je pleurais, là, parce que c'était... Autant c'est des élèves qui ont des difficultés, mais autant c'est des élèves qui, justement, reconnaissent le plus, je pense, le fait que tu sois présente pour eux. Puis il y en a qui m'avaient écrit venez nous voir, vous allez être une bonne enseignante. Puis on dirait que c'est ce petit coup de pouce-là qu'ils m'ont écrit. Puis ils savaient pas, mais je me disais, oh wow, le fait qu'ils me le disent, alors que j'ai passé 3 semaines avec eux, en commençant à enseigner, là, puis tu sais, j'étais pas solide, c'est sûr, c'est la première fois que t'enseignes. Mhm. Mais le fait qu'ils me disent ça, sans le savoir, ils m'ont comme poussé à oh, ok, je continue, puis je vais m'améliorer de toute façon. C'est normal, là, c'est ma première vraie Tu vas expérience. être rodé, comme on dit. Là. Mais c'est ça, puis maintenant, je suis beaucoup plus solide qu'il y a quelques années, mais ces petits mots-là, puis je les ai encore, là, c'était dans ma petite boîte, puis je les ai gardés tous, parce que je me suis dit, c'est le genre de mots où, si j'ai besoin, je peux les relire, puis je me rappelle de certains visages, puis Mhm. fait que c'est... Une Ouais. grosse motivation. là. Ben c'est ça, fait que le 3-4 minutes qu'ils ont pris pour écrire un petit mot puis signer, ben pour moi ça a été vraiment gros là, en stage 2. Ouais, j'en ai pensé à un. Ben justement, moi, ce qui est drôle, c'est que, comme j'ai dit, j'étais pas l'élève le plus facile au monde. Là. Mais mon premier stage, justement, comme Catherine, ben, j'ai eu la chance d'avoir comme enseignant associé un de mes anciens enseignants. Puis dans le fond, c'était un stage de 4 semaines. Puis les 2 premières semaines, il se rappelait pas de moi. Puis j'ai dit, ah ouais, ben j'étais à Polyjeunesse, fait que peut-être on s'est eu, mais pas vraiment. Puis après 2 semaines, il s'est rappelé j'étais qui, puis il m'a dit, hey, t'es quand même niaiseux, hein. J'étais, ah ouais, je m'excuse, tu sais. Je voulais pas que tu te rappelles de moi, parce que moi je me rappelais de toi, puis tu sais, blablabla. Puis là, il m'a dit, ah, vraiment pas de problème, en fait, je suis content que tu sois enseignant, là. Puis j'étais comme, ah, t'es content parce que je vais, genre, comme, le payer, là. Non, puis il me disait, non, je suis vraiment content parce que. C'est le fun, tu sais, tu vois l'autre côté de la médaille, puis tu sais, ça te fait réaliser le travail aussi qu'on a fait. Et je dis, ouais, vraiment, là, je suis vraiment surpris, puis en plus, tu sais, c'est ton premier stage, la première fois que t'enseignes, t'es un bébé prof, comme Catherine a dit, puis c'est fou, là, parce que t'es tout seul, là, c'est pas comme genre, ok, check, je vais commencer les 10 premières minutes, tu fais les 50 dernières, c'est pas ça, là, c'est... Tu l'observes 2-3 cours, puis là, tu te dis, ok, t'as fait les planifications, t'as fait les exercices d'avance. Tu sais, si quelqu'un te pose une question mathématique, tu sais comment répondre, puis on te lance là. Puis moi, c'était mon premier stage, fait que je me suis dit, ah, regarde, les élèves le respectent lui, fait qu'ils vont me respecter moi. Puis là, moi, Ouais. je rappelle pas de règles, je dis pas d'attente, je fais juste continuer le cours comme si de rien n'était, comme s'il m'avait passé le petit bâton dans une course, là, puis Ouais. j'y vais, puis les premières fois, c'était difficile. Puis j'étais, ah, qu'est-ce qui se passe, là? Puis, ah, mais tu l'auras-tu rappelé tes règles? Ben non. Ça allait bien avec toi. Ouais, mais t'étais pas moi.
J'étais comme, ok. Puis, tu sais, mon enseignant associé, il était plus grand que moi, il avait une certaine présence, fait que peut-être lui, il utilisait ça. Moi, j'ai appris à utiliser mon humour, puis ma forte voix, là, parce qu'elle porte loin, ma voix. Mais ouais, c'était fou parce que, comme, tu sais, il m'a regardé aller avec un sourire, puis il était comme, tu vois, c'est difficile, hein, j'étais vraiment là. Mais lui, il se gâtait, l'enfant, en fond de la classe, il était là comme, je te Ben, prends non, même l'appareil. pas, Non? c'est ça, même pas, parce qu'il me l'a dit, tu sais, tu pourrais penser que justement, comme je suis content que ça aille moins bien, mais non, je suis juste content que tu sois là, puis que tu apprennes, puis, tu sais, c'est fou parce que je t'ai enseigné, puis là, je t'aide, puis en 2 ans plus tard, non, excuse-moi, 3 ans plus tard, c'était mon collègue parce que j'ai travaillé dans la même école. Fait que c'est fou parce que, tu sais, j'ai tout vu, là. Je l'ai vu en tant qu'enseignant, je l'ai vu en tant que prof associé, vraiment, qui m'a aidé à, comme, c'était un stage difficile, mais c'était un stage qui m'a donné le goût d'apprendre, puis c'est un stage que je vais m'en rappeler toute ma vie parce que j'ai évolué à partir de là. Puis là, je l'ai eu comme collègue à un moment donné, puis je me suis dit, oh, Fait que t'as c'est vu fou plein de parce facettes. que j'ai vu la facette de lui enseignant comme ce modèle-là. J'ai eu cette facette enseignant associé comme la personne qui est là pour m'épauler. Puis à la fin, j'ai eu la facette que prof que je pourrais aller prendre une bière avec lui. Fait que c'est vraiment drôle là, de ce côté-là. Ouais. J'espère que vous avez apprécié la première partie de ce podcast. Donc, n'hésitez pas à liker notre chaîne YouTube, à vous abonner et on se retrouve dans 2 semaines pour la deuxième partie. À très bientôt!